Le sac en toile de jute bougeait. Holt Calloway l'a vu à 30 mètres de distance. Il était coincé contre les rochers, là où le ruisseau de Bitter Creek se resserrait au point de disparaître. Sombre, humide, et il se tordait, agité par quelque chose qui n'aurait pas dû être en vie à l'intérieur. Il est descendu de son cheval avant même d'avoir fini sa pensée. Il a foncé dans l'eau en courant. Le choc glacial a traversé ses bottes, ses genoux, sa poitrine. Son couteau était déjà dans sa main. Le sac s'est ouvert. Une petite fille le regardait. Ses lèvres étaient bleues, sa peau couleur de cendre. Elle respirait d'à peine. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a murmuré un seul mot. Maman. Quelque chose à l'intérieur de Old Calloway, quelque chose qui était de pierre et mort depuis 9 ans, s'est brisé en 1000 morceaux. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre jusqu'à la toute fin. Indiquez votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, commençons. Le 14 septembre 1883, Bitter Creek, territoire du Wyoming. Holt Calloway était agenouillé dans la poussière devant 3 croix de bois et il ne priait pas. Il n'avait pas prié depuis l'incendie qui lui avait tout pris cette nuit-là. Sa femme Ruth, sa fille Clara, âgée de 4 ans, son fils James, qui avait à peine 2 ans. 7 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit, et aucune de ces années n'avait eu le goût de la vie. Elles avaient eu le goût de la survie, ce qui était une chose totalement différente et bien inférieure. Il a posé la paume de sa main à plat sur la terre, au pied de la croix de Ruth. Le sol était sec et dur. En septembre, dans le Wyoming, la terre avait fini d'être généreuse pour l'année. Il sentait le froid arriver, encore à des semaines de là, mais il annonçait déjà ses intentions dans la façon dont le vent soufflait à travers le canyon. « On a passé une autre année, dit-il. Les croix ne répondirent pas. Elles ne le faisaient jamais. C'était ça, le deuil. Personne ne vous prévenait. Ce n'était pas bruyant, c'était silencieux. C'était se réveiller chaque matin et chercher quelqu'un qui n'était pas là. C'était cuisiner pour un, manger la moitié et jeter le reste. C'était le son du néant là où il y avait eu de tout. Holt se releva, ses genoux protestèrent. Il avait 43 ans et il les sentait tous passer. Il se hissa en selle et dirigea sa jument scout vers le pâturage sud. Il lui restait 38 têtes de bétail d'un troupeau qui en avait compté plus d'une centaine. Il avait 14 $ dans la poche de son manteau et une hypothèque de 290 $ à payer dans 11 jours. Il avait un ranch que son père avait taillé dans la nature sauvage du Wyoming et la conviction profonde qu'il allait le perdre. Mais c'est ce qu'un homme faisait. Il vérifiait le bétail, il réparait les clôtures, il continuait à respirer parce que s'arrêter demandait plus d'efforts que de continuer, et Holt Calloway avait toujours été trop têtu pour choisir la facilité. Le trajet jusqu'au pâturage sud prit 20 minutes. Scout connaissait le chemin sans qu'on le lui dise. Elle était avec lui depuis 5 ans, la relation la plus fiable de sa vie, ce qui disait tout ce qu'il y avait à dire sur l'état des choses. Il vérifiait la clôture est, testant les poteaux pour la pourriture, retendant le fil là où il s'était affaissé quand il l'entendit. Il s'arrêta. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas un animal. Ça venait d'en aval, porté par le courant d'air qui suivait Bitter Creek à travers le canyon. Faible, irrégulier. Un son avec une forme que son corps reconnut avant que son esprit ne comprenne. Un son humain. La main de Holt se porta sur son fusil sans même y penser. Il resta immobile et écouta. Le voilà de nouveau, fin, désespéré, à peine audible. Venant du virage où le ruisseau se rétrécissait entre 2 plateaux de grès, il pressa Scout au trot, suivant la courbe du ruisseau. Il vit la forme sombre à 30 mètres, accrochée au rocher où l'eau était peu profonde. Son cerveau disait débris. Son instinct disait autre chose. Il descendit de Scout avant qu'elle ne soit complètement arrêtée. Le ruisseau lui frappa les tibias, assez froid pour mordre, mais il s'en moquait. Il parcourut la distance en quelques secondes. Le paquet était en toile de jute, tissé grossièrement, attaché au sommet par une corde nouée 3 fois, comme si celui qui l'avait fait voulait être sûr. Il bougeait. « Mon Dieu !» souffla Holt. Son couteau était dans sa main. Il coupa la corde 1 fois, 2 fois, et la toile de jute s'ouvrit dans ses bras. Le bébé à l'intérieur avait des cheveux blonds plaqués sur son crâne. Sa peau avait une couleur qui n'avait rien à faire sur un être vivant, un blanc grisâtre,
la teinte de la boue du ruisseau en hiver. Ses lèvres étaient du violet profond d'un hématome. Elle ne pleurait pas. Elle avait dépassé le stade des pleurs. Ses yeux étaient fermés et sa poitrine bougeait d'à peine. Et Holt Calloway, qui s'était tenu devant 3 tombes et avait gardé son sang-froid par la seule force d'une volonté terrible, sentit ses mains se mettre à trembler. Puis ses yeux s'ouvrirent. Bleus, d'un bleu clair comme le ciel du Wyoming. Ils trouvèrent son visage et s'y accrochèrent. Et pendant 3 secondes, elle le regarda simplement, de la façon dont les nouveau-nés regardent le monde, comme si elle essayait de comprendre dans quoi elle venait de se réveiller. Ses lèvres bougèrent. Le son qui en sortit était à peine un souffle d'air. Maman, quelque chose dans la poitrine de Holt ne se fissura pas. Il ne se brisa pas. Il s'ouvrit en deux, de haut en bas, une fente nette et complète comme du bois qui attend le bon coup. D'un seul bras, il retira son manteau, l'enveloppa dedans, la serra contre sa poitrine. Elle était froide d'une manière qui dépassait le froid pour atteindre quelque chose qui l'effraya plus que tout ce qu'il avait connu en 7 ans. Froide comme tenir quelque chose qui décidait de rester ou de partir. Non, dit-il à voix haute, à elle ou à ceux qui prenaient la décision. Non, tu restes. Il était sur Scout en quelques secondes, un bras tenant le bébé plaqué contre sa poitrine, une main sur les rênes. Il enfonça ses talons et Scout s'élança au grand galop. Les parois du canyon défilaient et Holt parla au bébé tout le long du chemin. Des choses insensées, surtout des sons pour combler le silence entre ses respirations superficielles. Reste avec moi. Allez, maintenant. Reste avec moi. On y est presque. Continue juste à respirer. Tu m'entends? C'est tout ce que tu as à faire. Je m'occupe du reste. Elle respira. Une respiration faible, rauque et terrible à écouter, mais elle respira. La ville de Dry Fork apparut sous le bord du canyon 25 minutes plus tard. Population de 200 habitants, plus ou moins. Un magasin général, un saloon, une église, une écurie. Et au bout de la rue principale, un petit bâtiment blanc avec une enseigne usée qui disait « Dr. Elias Briggs, médecin ». Holt dévala la rue principale au galop. Les gens s'écartèrent de la rue. Il entendit son nom prononcé sur des tons de surprise. Holt Calloway ne venait en ville que s'il y était obligé. Et il ne chevauchait jamais comme si le diable était à ses trousses, de mémoire d'homme. Il franchit la porte du Dr. Briggs avant que Scout ne se soit complètement arrêté. Le Dr. Briggs leva les yeux de son bureau. C'était un homme trapu de 60 ans, aux cheveux blancs. Ses mains étaient sûres, malgré son âge. Il avait le genre de visage qui a vu assez de malheur dans le monde pour ne plus s'étonner de rien. Il jeta un coup d'œil à ce que Holt portait et dégagea son bureau d'un seul mouvement de bras. « Pose-la doucement. Je l'ai trouvé dans Bitter Creek, dit Holt. Sa voix sortit rauque, brisée au milieu. Dans un sac en toile de jute, fermé. Je vois bien ce qu'elle était. Le Dr. Briggs avait déjà l'oreille pressée contre la poitrine du bébé. Il vérifia son pouls au cou. Il souleva ses paupières, regarda la couleur de ses gencives, pressa soigneusement ses doigts le long de ses côtes. Quand il se redressa, son visage était si grave que l'estomac de Holt se noua. « Il y a combien de temps? » « 20 minutes, peut-être 25. J'ai chevauché aussi vite que j'ai pu. »« Tu as chevauché assez vite. 1 heure de plus et nous aurions une conversation différente. » Le docteur se dirigea vers son poêle, commença à faire chauffer de l'eau. « Elle est en hypothermie sévère et mal nourrie. Regarde-la, Holt. Ses côtes. Elle n'a pas été jetée dans ce ruisseau aujourd'hui. Elle est sous-alimentée depuis des semaines, peut-être plus. » « Quelqu'un l'a mise dans un sac et l'a jetée dans le ruisseau pour mourir, » dit Holt. Les mots restèrent dans la pièce comme quelque chose d'immonde. Le Dr. Briggs ne leva pas les yeux. « Oui, quelqu'un l'a fait. » Ils se regardèrent à travers la forme immobile du bébé. Et le poids de ce que cela signifiait s'abattit sur eux deux. « Qu'est-ce que je fais? » demanda Holt. « Pour l'instant, garde-la au chaud. Parle-lui. Les bébés ont besoin de voix. Ils réagissent aux voix même quand ils ne peuvent réagir à rien d'autre. » Le Dr. Briggs sortait des bouteilles de son armoire, mélangeant quelque chose avec des mains rapides et expertes. « Mais Holt, j'ai 60 ans et ma clientèle se fait rare ces jours-ci. Elle va avoir besoin de soins 24 heures sur 24, d'être nourrie toutes les 2 heures. Il faudra surveiller la fièvre, la pneumonie et... » Il fit une pause. « Elle a besoin des soins d'une femme.
quelqu'un qui connaît les nourrissons. Holt sut ce qui allait venir avant que le docteur ne prononce le nom. Ada Whitmore. La mâchoire de Holt se crispa. Doc, elle a perdu son propre petit il y a 2 ans, la fièvre. Elle sait ce dont ce bébé a besoin mieux que quiconque à Dry Fork. Elle ne m'a jamais dit 10 mots. Elle n'a pas besoin de te parler. Elle doit sauver cet enfant. Le docteur Briggs tendit à Holt une bouillotte enveloppée dans un tissu et désigna le bébé. Tiens ça contre son flanc et va chercher Ada, maintenant. La marche jusqu'au magasin général ne faisait que 3 bâtiments. Holt la fit en 30 secondes. Ada Whitmore leva les yeux de derrière le comptoir quand la porte s'ouvrit assez fort pour faire tinter la cloche 2 fois. C'était une femme d'environ 30 ans, aux cheveux noirs, avec un visage calme et des yeux prudents qui prenaient les informations avant de s'engager dans une expression. Elle portait une simple robe grise et un tablier qui sentait la farine et la cannelle. C'était le genre de femme qui se maintenait en ordre parce que l'ordre était tout ce qui lui restait. Monsieur Calloway. Sa voix était mesurée, polie, la voix d'une femme qui gardait tout le monde à une distance spécifique et confortable. Que puis-je? J'ai besoin de votre aide. Les mots sortirent avec difficulté. Il n'était pas un homme qui demandait de l'aide. Il n'était pas sûr de se souvenir comment faire. J'ai trouvé un bébé dans Bitter Creek. Elle est chez le docteur Briggs. Elle est en train de mourir, et le docteur dit qu'elle a besoin d'une femme. Et il dit que vous êtes... Non, le mot était doux, mais c'était un mur. Monsieur Calloway, je suis désolé, mais je ne peux pas. Elle a peut-être 8 mois. Quelqu'un l'a mise dans un sac en toile de jute, l'a fermée et l'a jetée à l'eau pour qu'elle se noie. Les mains d'Ada Whitmore s'agrippèrent au bord du comptoir. Ses jointures devinrent blanches. « Je ne peux pas, dit-elle à nouveau, plus bas. Vous êtes la seule qui puisse. » Holt fit un pas en avant, puis s'arrêta, car il n'était pas un homme qui bousculait les femmes, et il n'allait pas commencer. « Le docteur m'a parlé de votre fille. Je sais ce que ça vous a coûté de vous soucier à nouveau de quelque chose de petit et de fragile. Je le sais mieux que la plupart des gens. » Sa voix devint rauque sur les derniers mots, d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Mais ce bébé n'a pas demandé à être jeté dans un ruisseau. Elle n'a rien demandé de ce qu'on lui a fait. Et en ce moment, elle se bat pour continuer à respirer. Et je ne sais pas comment l'aider. Et vous, vous savez. Ada Whitmore le fixa. Quelque chose bougea derrière ses yeux, une douleur ancienne et profonde, en forme d'enfant. « S'il vous plaît, » dit Holt. Il n'avait jamais dit ce mot à personne. Il avait un goût étrange. « S'il vous plaît, madame. » Ada défit son tablier. Elle le posa sur le comptoir et sortit de derrière sans un autre mot. Quand ils retournèrent au cabinet du docteur Briggs, le bébé était toujours sur la table d'examen, enveloppé dans des couvertures avec la bouillotte pressée contre son flanc. Sa respiration s'était légèrement améliorée. Le bleu de ses lèvres avait viré à quelque chose de plus proche du gris, ce que le docteur Briggs qualifia d'amélioration, même si ça n'en avait pas l'air. Ada s'arrêta sur le seuil. Sa main se porta à sa bouche. « Oh, souffla-t-elle. Juste ça, juste ce petit son. Madame Whitmore. » Le docteur Briggs se tourna de sa patiente. « Merci d'être venue. J'ai besoin que vous la teniez contre votre poitrine, peau contre peau si vous pouvez. Votre chaleur corporelle se transférera plus vite que n'importe quelle bouillotte. Elle réagit à la chaleur, mais elle a besoin de plus que ce que je peux lui donner. » Ada traversa la pièce lentement. Elle se pencha et souleva le bébé avec des mains qui se souvenaient exactement comment faire. Elle la serra contre elle, déboutonnant le haut de sa robe sans embarras, pressant ce petit corps froid contre sa propre chaleur. Le bébé, qui avait été agité et pris de spasmes, s'immobilisa au moment où elle fut tenue. Pas l'immobilité de la mort, l'immobilité du soulagement. Ada ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, des larmes coulèrent sur son visage. « Bonjour, petite, » murmura-t-elle. « Je te tiens maintenant. » Holt se tenait près de la fenêtre et se sentait complètement inutile, ce qui était une nouvelle expérience et pas une qu'il appréciait. Il regarda Ada bercer le bébé avec de petits mouvements instinctifs. Il regarda le docteur Briggs préparer un biberon avec de l'eau sucrée et du lait chaud. Il regarda la couleur du bébé commencer lentement, péniblement, à s'améliorer. « Elle revient, » dit le docteur Briggs 1 heure plus tard. « La température monte lentement. C'est ce que nous voulons. » Il regarda Holt par-dessus ses lunettes. « Tu l'as amené ici rapidement.
C'est la différence entre la vie et l'alternative. Holt hocha la tête. Il ne faisait toujours pas entièrement confiance à sa voix. Elle va avoir besoin de soins pendant au moins une semaine, continua le docteur Briggs. Probablement plus longtemps. La pneumonie reste un risque réel. Je la vérifierai tous les jours, mais elle ne peut pas rester ici. Il fit une pause. Elle a besoin d'un endroit chaud, d'un endroit stable. Elle peut venir chez moi au-dessus du magasin, dit Ada doucement. Elle n'avait pas levé les yeux. Elle regardait le visage du bébé comme une femme regarde quelque chose qu'elle est terrifiée de perdre à nouveau. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. Je paierai pour tout ce dont elle a besoin, dit Holt. Nourriture, médicaments, tout ce que le docteur Briggs dira. Je ne demande pas d'argent, dit Ada. Sa voix était ferme sans être méchante. Je ne demande rien. Je veux aider cet enfant. C'est tout. Le docteur Briggs s'éclaircit la gorge. Il y a une autre chose dont nous devons discuter. Ce bébé n'est pas tombé dans ce ruisseau. Quelqu'un l'y a mise. Quelqu'un dans cette ville ou à proximité a un nourrisson disparu, ou devrait en avoir un. Il regarda Holt. Nous devons le dire au shérif Pike. Ils fabriquèrent une porte-bébé avec des couvertures. Ada tenait le bébé serré contre sa poitrine pendant qu'il marchait les deux pâtés de maison jusqu'au bureau du shérif. Holt marchait à côté d'elle, et il se disait qu'il marchait vite à cause du froid, et non parce qu'il n'aimait pas l'idée qu'Ada Whitmore soit seule avec ce qu'il transportait. Le shérif Denton Pike était à son bureau quand ils entrèrent. C'était un grand homme, à la fin de la cinquantaine, avec une épaisse moustache grise et des yeux qui avaient vu assez du monde pour être en permanence fatigués. Il était shérif de Dry Fork depuis 15 ans. Il leva les yeux, vit Holt, puis Ada, puis le paquet dans les bras d'Ada et se leva lentement. « Eh bien, dit-il, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je l'ai trouvé dans Bitter Creek ce matin, dit Holt, dans un sac en toile de jute, fermé. » Le shérif contourna son bureau. « Puis-je? » Ada écarta la couverture. Le bébé cligna des yeux à la lumière. Sa couleur était presque humaine maintenant. Ses lèvres étaient une police du violet au rose pâle. Le visage de Pike passa par plusieurs expressions en succession rapide, aucune d'entre elles n'étant bonne. « Seigneur Tout-Puissant, quel âge? » Le docteur Briggs dit 8 ou 9 mois. Et quelqu'un l'a mise dans un sac et l'a jetée dans ce ruisseau. Ce n'était pas une question. Pike le dit comme les hommes disent les choses qu'ils ont besoin d'entendre à voix haute pour y croire pleinement. Il se redressa. « Je vais me renseigner, discrètement. Quelqu'un par ici a un nourrisson disparu ou connaît quelqu'un qui en a un. Ce genre de choses n'arrive pas sans que quelqu'un sache quelque chose. Quelqu'un va venir la chercher, dit Holt. Quand ils découvriront qu'elle est en vie. » Pike l'étudia. « Tu penses la garder? » Holt n'y avait pas pensé en ces termes. Il regarda le bébé. Elle tourna la tête vers sa voix. Ses yeux bleus trouvèrent son visage et s'y accrochèrent. « Je l'ai sorti de là, dit-il. Ça en fait ma responsabilité jusqu'à ce que quelqu'un puisse prouver qu'il mérite de la récupérer. Et si quelqu'un vient avec des papiers, avec une revendication légale, alors ils ont intérêt à être prêts à répondre pourquoi elle était dans un sac en toile de jute au fond d'un ruisseau d'abord. » Pike le regarda un long moment, puis il hocha la tête. « D'accord, je ferai ce que je peux. Mais Holt, sois prudent. Les gens qui essaient de tuer des bébés ne s'arrêtent généralement pas à une seule tentative. » Il jeta un coup d'œil à Ada. « Madame Whitmore, vous aussi. » Ils sortirent du bureau du shérif avec ces mots pesant lourdement entre eux. Ada parla la première. « Tu devrais venir m'aider à l'installer. Tu connais cette ville mieux que moi. Si quelqu'un vient de la chercher, je veux une autre Père Dieu. » Holt se mit à marcher à côté d'elle. « Oui, madame. » Les pièces au-dessus du magasin général étaient petites et bien rangées et racontaient toute une histoire sans dire un mot. Holt le vit dès qu'il franchit la porte. Le fauteuil à bascule près de la fenêtre, incliné juste comme il faut. Le berceau vide dans le coin avec une courte pointe pliée dessus. La façon dont l'espace était organisé autour d'une présence qui n'était plus là. Ada le vit regarder le berceau. « Je n'ai pas pu m'en débarrasser, » dit-elle simplement. « Aucune raison de le faire. » Elle porta le bébé au berceau et le déposa doucement. Le bébé commença immédiatement à s'agiter, ses petits bras se levant, son visage se plissant pour un cri. « Elle ne veut pas être posée pour l'instant, » dit Ada. Elle la reprit, s'installa dans le fauteuil à bascule,
serra le bébé contre sa poitrine. L'agitation cessa immédiatement. Holt se tenait près de la porte, se sentant comme un intrus dans quelque chose de privé. « Monsieur Calloway, » dit Ada sans lever les yeux, « vous devriez rentrer chez vous. On dirait que vous n'avez pas dormi depuis une semaine. » « Je vais bien. »« Non, mais ce sont vos affaires. » Elle lui jeta un bref coup d'œil, puis se retourna vers le bébé. « Revenez demain matin. »« Elle est stable. Je serai debout avec elle toute la nuit. Il n'y a rien que vous puissiez faire ici que je ne puisse pas faire. » Holt regarda le bébé une dernière fois. Elle dormait déjà, son visage détendu par l'épuisement. Un petit poing pressé contre la clavicule d'Ada, comme si elle s'ancrait à quelque chose de solide. « Elle a besoin d'un nom, dit-il. On ne peut pas continuer à l'appeler le bébé. » Ada resta silencieuse un moment. « Comment l'appelleriez-vous? » Holt pensa à sa femme, à sa fille, à son fils. Il pensa aux 3 croix sur la colline au-dessus de son ranch. Il pensa aux petites choses qui méritaient des noms qui signifiaient quelque chose. « Grace, dit-il. Elle est en vie alors qu'elle n'avait aucune raison de l'être. Si ce n'est pas la grâce, je ne sais pas ce que c'est. » Ada baissa les yeux sur le bébé. Quelque chose de doux, de brisé et de courageux passa sur son visage. « Grace, dit-elle doucement, je pense qu'elle serait d'accord avec ça. » Holt partit. Dehors, le soleil tombait derrière la paroi du canyon, peignant le ciel de nuances de cuivre et de sang. Il monta Scout et rentra lentement chez lui. Et pour la première fois en 7 ans, le silence en lui n'était pas seulement une absence, c'était autre chose. Quelque chose pour lequel il n'avait pas encore de nom. Cette nuit-là, dans l'obscurité de sa maison de ranch, avec le feu qu'il avait ravivé, brûlant bas et chaud, il s'assit dans son fauteuil et regarda ses mains. Les mains qui avaient sorti un bébé d'un sac en toile de jute. Les mains qui l'avaient tenu contre sa poitrine pendant 40 minutes, tandis que Scout courait plus vite qu'elle ne l'avait jamais fait. Quelqu'un avait attaché un bébé dans un sac et l'avait jeté dans un ruisseau pour mourir, et ce quelqu'un allait venir le chercher. Holt regarda le fusil sur le mur. Il le décrocha, le nettoya à la lueur du feu, vérifia chaque pièce mobile, le chargea soigneusement et le posa là où il pouvait l'atteindre en 2 secondes depuis son fauteuil. Puis, il s'endormit. Aux premières lueurs, il était déjà en selle. Il se disait qu'il allait juste voir comment allait Grace, s'assurer qu'Ada avait tout ce dont elle avait besoin. C'était toute la vérité. Il avait rêvé des yeux bleus d'un bébé trouvant son visage dans le noir. Et il s'était réveillé à 4 heures du matin, le cœur battant la chamade, avec quelque chose qui ressemblait dangereusement à un but qui le traversait pour la première fois en 7 ans. La porte d'Ada n'était pas verrouillée. Il frappa doucement. « Entrez », appela-t-elle. Elle était dans le fauteuil à bascule, tenant toujours Grace, des cernes sous les yeux, ses cheveux s'échappant de ses épingles. Le bébé était réveillé, regardant la pièce avec des yeux plus clairs et plus concentrés que la veille. « Comment va-t-elle » demanda Holt. « Plus forte. Elle a mangé 4 fois dans la nuit. La température est normale. Le docteur Briggs est passé il y a 1 heure. Il dit qu'elle va s'en sortir. » Ada baissa les yeux sur Grace. Physiquement, en tout cas, aucun enfant ne traverse ce qu'elle a traversé sans en porter les séquelles. La voix d'Ada était calme. Mais elle est assez jeune. Si elle est assez aimée, peut-être qu'elle ne s'en souviendra pas. Peut-être que ce sera juste quelque chose qui s'est passé avant qu'elle n'ait les mots pour le dire. Holt s'approcha. Le regard de Grace suivit le mouvement, trouva son visage. Elle tendit une petite main vers lui comme elle l'avait fait au premier instant dans le ruisseau, comme s'il était quelque chose qu'elle reconnaissait. « Je crois qu'elle se souvient de vous, » dit Ada. Holt tendit son doigt. Grace enroula sa main autour de son pouce avec une poigne étonnamment féroce pour quelque chose de si petit. « Salut, toi, dit-il. Sa voix sortit basse, rauque et douce. Tu m'as fait une de ces peurs, tu sais ça? » Grace fit un son. Pas un mot, pas un bruit aléatoire, quelque chose de délibéré. « Elle fait ça depuis ce matin, » dit doucement Ada, comme si elle essayait de nous dire quelque chose. Le shérif Pike passa 1 heure plus tard. Son expression en entrant leur apprit que les nouvelles n'étaient pas bonnes avant même qu'il n'ait dit un mot. « Je me suis renseigné, » dit-il. Il retira son chapeau, le tint dans ses 2 mains. Discrètement, comme nous en avions discuté. Il fit une pause. Il y a quelqu'un qui pose des questions sur un bébé disparu, qui offre de l'argent pour des informations. Beaucoup d'argent. Holt se figea. Combien? 800 $.
Le chiffre tomba dans la pièce comme une pierre dans l'eau. 800 dollars, c'était plus que ce que la plupart des familles de Dry Fork voyaient en 3 ans. La main d'Ada se pressa plus fort contre le dos de Grace. Ce n'est pas un parent désespéré, dit Ada. C'est quelqu'un de puissant. C'est ce que je me suis dit. Pike regarda Holt fixement. Je ne sais pas encore qui, mais de l'argent comme ça veut dire de l'influence. Ça veut dire des avocats. Ça veut dire que ça ne va pas se résoudre tranquillement et facilement. Rien de ce qui vaut la peine d'être gardé ne l'est jamais, dit Holt. Tu es sûr de toi? Parce que pour l'instant, tu n'es qu'un éleveur qui a trouvé un bébé dans un ruisseau. Tu la rends pacifiquement, et peut-être que tout est fini avant le coucher du soleil. Mais si tu t'obstines... Pike s'arrêta. Si je m'obstine, alors tu es en guerre contre celui qui l'a jeté à l'eau. Et un homme prêt à assassiner un nourrisson pour résoudre son problème n'est pas un homme qui respecte les règles. Holt regarda Grace. Elle s'était endormie contre l'épaule d'Ada, son visage paisible, une main encore vaguement agrippée au col d'Ada. Elle m'a appelé maman, dit soudain Ada à personne en particulier. Il y a environ 1 heure, elle m'a regardé droit dans les yeux et l'a dit aussi clairement que possible. La pièce devint silencieuse. Et papa, ajouta Ada en jetant un coup d'œil à Holt. Une légère rougeur monta à ses joues. Elle a dit ça aussi quand elle a entendu ta voix ce matin. Holt sentit quelque chose le traverser. Il n'avait pas de mots pour quelque chose qui faisait mal de la seule manière dont les bonnes choses peuvent faire mal quand elles trouvent une place en vous qui est vide depuis trop longtemps. Pike remit son chapeau. Je vais continuer à creuser. Découvrir qui est derrière cet argent. Il se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Holt, Madame Whitmore. Qui que ce soit, ils finiront par venir ici eux-mêmes. Ils n'enverront pas des messagers éternellement. Je sais, dit Holt. Et quand ils le feront, ce ne sera pas une conversation. Ce sera une exigence. Je le sais aussi. Pike soutint son regard. D'accord, je voulais juste m'assurer que nous sommes clairs sur ce dans quoi vous vous engagez. Il toucha son chapeau pour Ada. Madame. Quand la porte se referma, la pièce retrouva son calme. Grace respirait régulièrement heureux. Dehors, Dry Fork vaquait à ses occupations matinales comme le font les petites villes. La vie ordinaire poursuivait son cours ordinaire, tandis que quelque chose d'extraordinaire se déroulait silencieusement dans la pièce, au-dessus du magasin général. Ada regarda Holt. « Pourquoi faites-vous vraiment ça? » demanda-t-elle. « Vous ne connaissez pas cet enfant. Vous n'aviez aucune obligation au-delà de la sortir de l'eau. Pourquoi êtes-vous encore là? » Holt resta silencieux assez longtemps pour que la question ne semble pas nécessiter de réponse. Puis il dit « J'avais une fille. Elle s'appelait Clara. Elle avait 4 ans. » Il s'arrêta. « Je n'ai pas pu la sauver. » Ada le regarda fixement. « J'avais une fille aussi. Elle s'appelait Beth. » Elle baissa les yeux sur Grace. Elle y avait 2 ans. Ils se regardèrent par-dessus la tête du bébé endormi. 2 personnes qui avaient été brisées de la même manière, assises dans une petite pièce au-dessus d'un magasin général, dans une ville qui ne connaissait pas encore la tempête qui s'approchait. « Alors je suppose que nous faisons ça ensemble, » dit Ada. « Je suppose que oui. » Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une promesse enrobée de sentiments. C'étaient 2 personnes, marquées, têtues et silencieusement terrifiées, choisissant quelque chose de petit et d'impuissant au détriment de leur propre sécurité. Ce qui, une fois tout le reste dépouillé, était la seule sorte d'amour qui signifiait quelque chose. 3 jours passèrent avant que l'homme riche n'envoie quelqu'un en éclaireur. Holt avait déménagé Grace au ranch le 2e matin, comme il l'avait prévu. Le magasin était trop exposé, trop de gens allaient et venaient, trop d'yeux rapportant à celui qui posait des questions. Le ranch était sur un terrain élevé. On pouvait voir les cavaliers arriver à un demi-mile de distance. Cela comptait maintenant. Ada était venue sans discuter, ce qui lui indiqua qu'elle comprenait le danger mieux qu'elle ne le laissait paraître. Elle fit ses bagages efficacement et sans se plaindre, comme le font les femmes quand elles ont déjà pris une décision et ne voient pas l'intérêt d'en discuter davantage. Victoria, c'est ainsi qu'ils avaient commencé à appeler la mère inconnue du bébé dans leur conversation. Juste un nom de substitution, une façon de parler de la silhouette d'une femme qui n'était pas encore là, qui avait laissé Grace sans rien. Pas de couverture dans laquelle elle aurait été enveloppée avant.
Pas de souvenir, rien qui disait qu'une mère l'avait tenue et avait choisi de la laisser partir plutôt que d'y être forcée. Cette absence disait tout. Holt donna la chambre à Ada. Elle commença à protester et il parla plus fort qu'elle, ce qu'il soupçonnait très peu de gens de faire et qui lui valut un regard qui aurait pu décaper de la peinture. Mais elle est prise de la chambre. Grace avait besoin de chaleur et de constance, et Ada devait pouvoir l'entendre la nuit sans traverser des planchers froids dans le noir. Holt dormait dans le fauteuil près de la porte d'entrée avec son fusil sur les genoux. Le troisième soir, un cavalier remonta la route à une allure trop contrôlée pour être décontractée et trop lente pour être innocente. Holt était sur le porche avant que l'homme n'ait franchi la clôture. Il était jeune, peut-être 25 ans, dans un manteau propre qui coûtait plus cher que tout ce que Holt possédait. Il montait d'un cheval qui valait plus que le manteau. Il s'arrêta à 6 mètres du porche et regarda Holt avec les yeux prudents de quelqu'un à qui on avait dit exactement quoi dire et qui essayait de se souvenir de l'ordre. « Monsieur Calloway? » Ça dépend de qui demande. « Je m'appelle Douglas Fenn. Je représente Monsieur Gerald Stanton de Stanton Ridge. » Il plongea lentement la main dans son manteau, comme le font les hommes qui ne veulent pas se faire tirer dessus pour le geste, et en sortit un document plié. « Monsieur Stanton a des raisons de croire que vous êtes entré en possession d'un enfant qui appartient à sa famille. Il est prêt à offrir... » « Non. » Fenn cligna des yeux. « Monsieur, je n'ai pas... » « Peu importe ce qu'il offre, non. » Fenn se recalibra. Il ressemblait à un homme qui s'était préparé à une négociation et avait trouvé la porte verrouillée avant de pouvoir frapper. Monsieur Stanton est un homme raisonnable. Il ne cherche pas les ennuis. Il veut simplement ce qui lui appartient. Un bébé n'est pas une propriété, mon garçon. C'est sa petite fille, un lien de sang. La loi dit qu'un homme peut jeter sa petite fille dans un ruisseau et revenir la chercher quand ça n'a pas marché. La voix de Holt n'avait pas monté. C'était presque pire. « Dites-moi où c'est écrit et je le lirai très attentivement. » Le sang-froid de Fenn vacilla. Personne ne dit que M. Stanton a eu quoi que ce soit à voir avec. « Rentrez chez vous, » dit Holt. « Dites à votre M. Stanton que l'enfant est en bonne santé et en sécurité et que la prochaine personne qui remontera cette route en son nom aura une conversation plus difficile que la vôtre. Monsieur Stanton n'acceptera pas. Je n'ai pas demandé ce qu'il accepterait. » Holt soutint le regard de l'homme. « Repartez par où vous êtes venu. Ne vous arrêtez pas. » Fenn le regarda un long moment, mesurant quelque chose, calculant les probabilités. Puis il tourna son cheval et partit. Ada se tenait sur le seuil quand Holt rentra. Elle tenait Grace, qui était réveillée et regardait le plafond avec l'intérêt serein de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son existence venait de devenir le point central d'un conflit entre un éleveur ruiné et l'homme le plus puissant de 3 comtés. « Stanton, » dit Ada. Le mot sortit plat, comme si elle l'avait déjà su et attendait d'en avoir la confirmation. « Tu connais ce nom? » Tout le monde connaît ce nom. Elle se dirigea vers le fauteuil de bascule, installa Grace contre son épaule. « Gerald Stanton possède la banque, la moitié des terres entre ici et Carson Flats. Il possède le juge Arlen Morse. Bien que personne ne le dise à voix haute, elle regarda Holt. Techniquement, il paye le salaire du shérif Pike. Pike est un homme bon. Les hommes bons ont des hypothèques. Holt s'assit en face d'elle. Grace fit un petit bruit, leva la main et tapota la mâchoire d'Ada avec une main ouverte. Ada attrapa automatiquement la petite main et la pressa doucement, sans y penser, comme on le fait avec quelqu'un qu'on a déjà appris à connaître. « Sa petite fille », dit Holt, ce qui signifie qu'un de ses enfants l'a eue. Et étant donné qu'elle a fini dans un sac en toile de jute à Bitter Creek, je suppose que cet enfant n'a pas pris cette décision seul. Il y avait une jeune femme en ville il y a environ 1 an. Le Dr. Briggs leur avait dit ça ce matin-là, quand ils étaient passés pour le contrôle quotidien de Grace. Il l'avait dit prudemment, comme un homme choisissant sur quelle pierre marcher pour traverser une eau incertaine. La fille de Stanton, Eleanor, elle est venue 1 fois, peut-être 2, elle restait dans son coin, puis a cessé de venir après quelques mois. Je n'y ai pas beaucoup pensé à l'époque. Il avait regardé Grace dormir dans les bras d'Ada. J'y pense maintenant. Eleanor Stanton, un nom qu'il n'avait pas encore rencontré, attaché à une histoire dont il ne voyait que les contours. Le 4e matin, Pike arriva à cheval avant le petit déjeuner. Il attacha son cheval à la clôture et vint à la porte.
son chapeau à la main et son expression faisant ce qu'elle faisait quand il avait des nouvelles qu'il ne voulait pas annoncer. Stanton vient lui-même, dit-il. Aujourd'hui, c'est l'après-midi. Il amène Edmund Cole, c'est son avocat, et il amène deux de tes hommes. Et Holt Pike s'arrêta. Il apporte une ordonnance du tribunal, une garde temporaire signée par le juge Morse la nuit dernière. Elle lui accorde la tutelle immédiate en attendant une audience complète. Ada fait un bruit qui n'était pas tout à fait un mot. Peut-il faire ça? Demanda Holt. Il l'a déjà fait. Pike avait l'air misérable. Le juge Morse est dans sa poche. Je sais que l'ordonnance est légale, Holt, signée et scellée. Si Stanton vient ici avec ce papier et que je suis présent et que l'enfant est là, je suis légalement obligé de... Il s'arrêta de nouveau. Je ne veux pas l'appliquer. Mais tu le feras. Pike croisa son regard. J'ai une femme, 3 enfants. Ma fille aînée commence l'école au printemps. Il détourna le regard. Je suis désolé. Je vous le dis maintenant pour que vous ayez le temps, pour que vous puissiez... Il ne finit pas cette phrase non plus. Pour que je puisse fuir, dit Holt, pour que tu puisses réfléchir. Après le départ de Pike, le ranch devint silencieux comme le sont les lieux avant les tempêtes. Ada nourrit Grace, la changea et la coucha pour la sieste du matin, qui était devenue une routine. Puis, elle vint se tenir à l'entrée de la cuisine et regarda Holt. « Nous pourrions aller voir Sam Harding, dit-elle. Harding était le seul avocat de Dry Fork qui n'était pas employé par les intérêts de Stanton, un jeune homme sorti de l'école de droit depuis 3 ans, qui travaillait au-dessus du magasin d'aliments pour animaux et acceptait les paiements échelonnés quand l'argent se faisait rare. Il pourrait déposer une requête, contester l'ordonnance. Sur quel motif? Au motif que l'homme qui demande la garde ait tenté de faire assassiner l'enfant. Nous ne pouvons pas le prouver pour l'instant. Nous pouvons prouver qu'elle était dans un ruisseau dans un sac. Nous pouvons prouver l'examen du Dr. Briggs. Nous pouvons prouver l'état dans lequel elle se trouvait. La voix d'Ada était stable, comme celle des gens qui ont dépassé la peur pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus fonctionnel. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas assez. Pas contre Morse. Pas contre Morse seul. Ada le regarda directement. Mais Morse n'est pas le seul juge du territoire du Wyoming. Holt n'avait pas pensé aussi loin. Il la regarda. Il y a un juge de circuit, continua Ada, le juge Thomas Aldrich. Il passe par Carson Flats 2 fois par an. Il est attendu dans 6 semaines. Il ne travaille pas pour Stanton. Il ne travaille pour personne ici. Elle fit une pause. Si nous pouvons retenir Stanton pendant 6 semaines et présenter notre cas à Aldrich au lieu de Morse, Stanton n'attendra pas 6 semaines. Non, il n'attendra pas. Elle croisa les bras, regarda le sol, puis de nouveau vers lui. Alors, nous devons faire en sorte que l'attente lui coûte quelque chose. Rendre cela assez bruyant et public pour que s'en prendre à nous commence à paraître pire que d'attendre. Et comment fait-on ça? Nous donnons aux gens quelque chose à défendre. Sa voix était calme mais certaine. Monsieur Calloway, il y a 20 familles à Dry Fork que Stanton a pressurées à un moment ou à un autre, des terres qu'il a saisies, des prêtres qu'il a rappelés en avance, des entreprises qu'il a évincées. Ces gens ont peur de lui, mais ils ne sont pas brisés. Elle croisa son regard. Ils ont besoin de voir quelqu'un qui ne l'est pas. Stanton arriva à 2 heures de l'après-midi. 3 calèches noires. Holt les compta depuis le poche, pas des chariots, des calèches, du genre qui annonce la richesse comme un pistolet dégainé, annonce l'intention. 6 hommes à cheval les flanquaient. L'un de ces hommes portait un insigne de shérif adjoint que Holt ne reconnut pas. Gerald Stanton sortit de la première calèche et Holt comprit immédiatement pourquoi les gens avaient peur de lui. Il avait 60 ans, les cheveux argentés, impeccablement vêtu, et il traversa la cour avec la certitude tranquille d'un homme qui n'était jamais entré dans une pièce sans en être le propriétaire. Il portait une canne à pommeau d'argent dont il n'avait clairement pas besoin. C'était une ponctuation. C'était un point à la fin de chaque phrase avant même qu'il n'ait dit un mot. L'avocat, Edmund Cole, sortit de la 2e calèche avec une maillette en cuir et le vide exercé d'un homme payé pour n'avoir aucun sentiment sur rien. Stanton s'arrêta à 10 mètres du poche. Il regarda Holt comme un homme regarde un inconvénient dont il a déjà calculé le coût de l'élimination. « Monsieur Calloway. » Sa voix était agréable. C'était le pire, cette amabilité.
J'apprécie les soins que vous avez prodigués à ma petite fille. Je comprends que vous avez agi avec les meilleures intentions. Je suis prêt à être généreux en le reconnaissant. Où est-ce votre fille? Dit Holt. Quelque chose traversa le visage de Stanton, trop vite pour être nommé. Eleanor est à la maison. Elle n'est pas bien. Pas bien? Oui. Depuis environ 9 mois, j'imagine. L'amabilité de Stanton se refroidit d'un degré précis et mesurable. Edmund, l'avocat ouvrit sa mallette et produisit un document. Monsieur Calloway, voici une ordonnance de garde temporaire signée par le juge Arlen Morse, accordant à Monsieur Stanton la tutelle immédiate de l'enfant mineur actuellement en votre possession. L'ordonnance vous oblige à remettre l'enfant aujourd'hui en présence de... Je ne remets personne. Cole cligna des yeux. Stanton non. Monsieur Calloway, dit Stanton, patient comme l'hiver. Je comprends que vous vous soyez attaché. Ces choses arrivent. Cela parle en votre faveur, en fait. Mais c'est une affaire juridique maintenant, et la loi est très claire. L'enfant est de mon sang. Mes droits l'emportent sur les vôtres. Holt garda sa voix égale. Parlez-moi de vos droits. Parlez-moi des droits d'un grand-père quand la petite fille de ce grand-père se retrouve dans un sac en toile de jute à Bitter Creek, avec les lèvres bleues et une température corporelle que le Dr. Briggs a qualifiée de la pire qu'il ait vue en 50 ans de médecine. Il observa le visage de Stanton. Parlez-moi de ses droits. Un domestique a agi sans autorisation, dit Stanton. Les mots sortirent lisses et préparés, comme s'il les avait déjà dit, peut-être devant un miroir. La situation a été réglée. Je suis ici pour corriger. Quel domestique? Je vous demande pardon. Le domestique qui a agi sans autorisation. Son nom. L'amabilité avait disparu maintenant. Ce qu'il y avait en dessous était plus dur, plus froid et bien plus honnête. Ce ne sont pas vos affaires. Je pense que si. Holt fit un pas en avant, quittant le porche pour se mettre au niveau de Stanton. Parce que je veux savoir qui a attaché ce bébé dans un sac. Et je veux savoir qui le lui a dit. Et je veux savoir pourquoi un homme avec vos ressources, vos avocats et votre juge se trouve dans ma cour 14 jours après les faits au lieu du lendemain matin. Parce qu'un homme qui voulait vraiment récupérer sa petite fille serait venu le lendemain matin. Stanton l'étudia. Derrière ses yeux froids et calculateurs, quelque chose travaillait. Mesurant les angles, évaluant les menaces. Edmund, dit-il, l'avis de saisie. Cole plongea de nouveau dans sa mallette. Monsieur Calloway, j'ai aussi ici un avis de saisie sur votre propriété, le Ranch Calloway, 112 acres, hypothèque détenue par la First Territorial Bank, dont je suis propriétaire, dit simplement Stanton, est exécuté immédiatement si vous ne remettez pas l'enfant. Vous avez actuellement 3 paiements de retard, Monsieur Calloway. Le total impayé est de... Je sais ce que je dois, dit Holt. Alors vous savez ce que cela vous coûte. Stanton pencha légèrement la tête. Le ranch que votre père a construit, la terre que vous avez travaillée toute votre vie, perdue pour un enfant qui n'est pas le vôtre, qui n'a aucun droit sur vous, que vous avez trouvé dans un ruisseau il y a 2 semaines. Il fit une pause, laissant cela s'installer. Ou vous la remettez pacifiquement aujourd'hui, et je vous pardonne la dette, chaque centime. Votre ranch est à vous, libre de toute dette. Vous partez entier. Holt le regarda. Il pensa au ranch, à la terre que son père avait travaillé jusqu'à l'épuisement pour la construire. Les tombes sur la colline, les clôtures qu'il connaissait au toucher dans le noir, tout ce qui lui restait d'une vie qui lui avait été enlevée en une seule nuit, 7 ans auparavant. Puis la porte d'entrée s'ouvrit derrière lui. Ada se tenait sur le seuil avec Grace dans ses bras. Elle n'était pas sortie pour regarder. Elle était sortie parce que Grace avait entendu des voix et s'était tendue vers le son. Et Ada ne pouvait jamais la poser quand elle se tendait. Grace regarda la cour. Ses yeux bleus trouvèrent immédiatement le visage de Holt, comme il le faisait toujours, comme s'il était le point fixe auquel elle s'orientait. « Papa, » dit-elle, clair, simple et complètement certain. Quelque chose dans la cour devint très immobile. Stanton regarda le bébé. Son expression, pendant une seule seconde, fut sans garde, et ce que Holt vit sous les cheveux argentés, le costume cher et la canne n'étaient pas du chagrin, pas de l'amour, pas le désir d'un grand-père pour son sang. C'était le regard d'un homme fixant un problème
qu'il avait déjà essayé de résoudre une fois. « Sortez de ma propriété », dit Holt. « Monsieur Calloway, vous avez jusqu'à ce que j'atteigne mon fusil. » Il se tourna et se dirigea vers le poche, ramassa le fusil qui était appuyé contre la balustrade, se retourna. « C'est le temps que vous avez. » Stanton le regarda pendant 5 longues secondes. L'avocat était devenu très immobile. Les cavaliers avaient les mains près de leurs armes. Personne ne bougeait. Puis Stanton dit doucement, « Vous perdrez tout. »« Peut-être, » dit Holt, « mais pas elle. » Encore 3 secondes. Puis Stanton hocha la tête une fois, pour lui-même, pas pour Holt, et se tourna et retourna à sa calèche. Ses hommes suivirent. Le shérif adjoint à l'insigne emprunté jeta un dernier regard à Holt, puis tourna son cheval. Les calèches redescendirent de la route, la poussière retomba, et la cour redevint silencieuse. Ada vint se tenir à côté de lui sur le poche. Grace regardait la route avec des yeux bleus indifférents, perdant déjà son intérêt, tendant déjà la main vers une mèche de cheveux d'Ada pour l'examiner. « Vous venez de déclarer la guerre à Gerald Stanton, » dit Ada. « Je sais. Il pensait ce qu'il disait à propos du ranch. Je le sais aussi. » Elle resta silencieuse un moment. Grace avait trouvé la mèche de cheveux et l'examinait avec le sérieux scientifique de quelqu'un menant une recherche importante. Et Ada la laissa faire. « J'irai voir Sam Harding demain matin, » dit finalement Ada. « Nous avons besoin qu'il dépose des requêtes avant que Stanton ne puisse en déposer d'autres. Nous devons faire enregistrer notre cas. Et les témoins, le docteur Briggs témoignera de l'état de Grace. Je témoignerai de tout ce qui s'est passé depuis. » Elle fit une pause. « Nous avons besoin de celui qui l'a mise dans ce ruisseau, le domestique qui a agi sans autorisation. » Elle prononça la phrase avec une platitude qui montrait clairement ce qu'elle en pensait. « Je sais où commencer à chercher, » dit Holt sur cela. Il y pensait depuis que Stanton avait utilisé ces mots. Un domestique qui a agi sans autorisation a été traité après, ou il a fui. S'il a fui, il a fui quelque part près, car les hommes comme ça n'avaient pas d'argent pour aller loin. Demain, après que vous ayez vu Harding, Ada hocha la tête. Elle le regarda de côté. Vous n'allez vraiment pas l'abandonner. Ce n'était pas une question. C'était autre chose. Quelque chose qui devait être dit à voix haute par quelqu'un d'autre que lui, confirmé par un témoin, rendu réel dans l'air entre 2 personnes, au lieu d'exister simplement dans l'intimité de sa propre poitrine. « Non, dit-il, je ne le ferai pas. » Grace tira doucement sur les cheveux d'Ada, dit quelque chose qui n'était pas tout à fait un mot, mais qui avait l'inflexion d'une question, et regarda entre eux deux avec ses yeux clairs couleur de ciel. Dehors, le soleil se couchait sur le canyon. Quelque part là-bas, Gerald Stanton planifiait déjà son prochain coup. Un homme comme ça n'acceptait pas un non. Un homme comme ça revenait en cercle, venait d'un angle différent et continuait à venir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien avec quoi se battre. Holt nettoya son fusil cette nuit-là à la lueur du feu, vérifia chaque pièce mobile, le posa à portée de main. Puis il s'assit et écouta le son d'Ada chantant quelque chose de bas et sans parole dans la pièce du fond, jusqu'à ce que les petites bruits de Grace se calment et que la maison devienne silencieuse. Et pour la première fois en 7 ans, le silence en lui n'était pas du vide. C'était le son de quelque chose qui valait la peine d'être protégé. C'était suffisant pour dormir. Le bureau de Sam Harding sentait le vieux papier et l'ambition. Il était plus jeune que ce que Holt avait imaginé, peut-être 28 ans, avec des yeux sombres qui bougeaient vite et des mains qui n'étaient jamais tout à fait immobiles, toujours à taper ou à tourner un stylo ou à redresser quelque chose qui n'en avait pas besoin. Il écouta tout sans interrompre, ce qui fut la première chose qui fit que Holt lui fit confiance. Quand ils eurent fini, Harding s'adossa et regarda le plafond un long moment. « D'accord, dit-il, voici où nous en sommes. L'ordonnance de Morse est légale en apparence. Stanton a un lien de sang, et dans le territoire du Wyoming, cela a un poids réel. Le fait que l'enfant ait été trouvé dans un ruisseau dans un sac est convaincant comme argument moral. Mais dans une salle d'audience, spécifiquement dans celle de Morse, les arguments moraux convaincants perdent face aux documents signés environ 70% du temps. « Et les 30 autres pourcents ?» demanda Ada. « Les 30 autres pourcents, c'est quand vous avez quelque chose qui rend le fait d'ignorer l'argument moral politiquement coûteux. » Harding les regarda tous les deux. « Le juge Aldrich passe par Carson Flats dans 6 semaines. Si je peux vous déposer une requête d'urgence contestant l'ordonnance de Morse pour des raisons de procédure,
arguant qu'elle a été signée sans préavis approprié, sans possibilité pour le tuteur actuel de répondre, je peux potentiellement la faire suspendre, jusqu'à ce qu'Aldridge puisse entendre l'affaire complète. Pouvez-vous vraiment faire ça? Demanda Holt. Je peux essayer. Que ça marche ou non dépend de si Morse a envie d'être embarrassé publiquement ou non. Harding tapa son stylo sur le bureau. Ce que cela requiert absolument, c'est des preuves qui corroborent l'affirmation que Stanton a organisé la tentative de meurtre sur l'enfant. Le témoignage du Dr. Briggs sur son état est solide. Le vôtre et celui de Mme Whitmore sont solides. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui puisse parler de ce qui s'est passé avant qu'elle n'aille dans cette eau. Le domestique, dit Ada. Oui, trouvez-le et nous avons une affaire. Sans lui, nous avons un grief. Harding fit une pause. Il y a une autre chose. La fille de Stanton, Eleanor. Le nom tomba doucement. Si elle est prête à témoigner des actions de son père, de ce qu'elle sait, de ce dont elle a été témoin, de ce qu'on lui a fait, cela change tout. La propre fille d'un père témoignant contre lui est quelque chose que même un juge acheté a du mal à expliquer. Nous ne savons pas où elle est, dit Holt. Non, mais Stanton a dit qu'elle était à la maison et malade, ce qui signifie qu'elle est en vie, ce qui signifie qu'éventuellement... Harding écarta les mains. Les gens qui sont enfermés finissent par trouver des portes. Ils quittèrent son bureau avec un plan qui tenait plus de l'espoir que de la certitude, ce qui, selon Holt, était à peu près le mieux que l'on puisse attendre d'un combat loyal contre un adversaire déloyal. Trouver le domestique prit à Holt 2 jours et lui coûta 40 $ qu'il n'avait pas, répartis en petites sommes dans 3 conversations différentes, dans 2 saloons différents. Le nom de l'homme était Pete Garreau. Il avait 35 ans, était de carrure épaisse, avec l'air de quelqu'un qui avait pris une série de petites mauvaises décisions qui s'étaient accumulées en une seule catastrophique. Il était terré dans une cabane de ligne abandonnée à 7 miles au nord de Dry Fork, dans un ravin où les parois du canyon se refermaient assez pour étouffer le son. Holt sentit la fumée de bois à un quart de mile et s'approcha à pied. « Garreau », appela-t-il, s'arrêtant à 20 mètres de la cabane. « Je ne suis pas la loi. Je ne suis pas l'homme de Stanton. Je suis celui qui a sorti le bébé du ruisseau. » Silence. Puis le bruit d'un mouvement à l'intérieur. La porte s'entr'ouvrit de 3 pouces. Un œil le regarda, rouge et effrayé. « Elle est vivante? » La voix était rauque, comme celle d'un homme qui n'avait parlé à personne depuis des jours. « Elle est vivante. Elle est en bonne santé. Elle marche et parle. Et elle a mangé un petit déjeuner complet ce matin. » La porte s'ouvrit plus grand. Garreau ressemblait à un homme lentement consumé de l'intérieur. Il ne s'était pas rasé. Ses mains tremblaient légèrement. Il sentait l'homme qui avait bu pour distancer quelque chose qui se déplaçait plus vite que le whisky. « Je l'entends, » dit-il, « chaque fois que je ferme les yeux, pleurant dans ce sac. Je sais, je ne voulais pas le faire. » Les mots sortirent vite, comme s'il les avait retenus derrière ses dents pendant 2 semaines. Stanton a dit qu'elle était malade, qu'elle ne passerait pas l'hiver de toute façon, que c'était plus charitable aussi. Il s'arrêta, sa mâchoire travailla. Il n'y a pas de manière charitable de mettre un bébé dans un sac et de le jeter dans un ruisseau. Je le savais en le faisant, et je l'ai fait quand même parce qu'il m'a payé 500 $, et je suis le pire lâche qui soit. Peut-être, dit Holt, mais tu es le seul genre de lâche dont j'ai besoin en ce moment. Il expliqua ce que Harding avait exposé. La requête, la contestation de l'ordonnance de Morse, l'audience devant Aldridge s'il pouvait l'obtenir. Garreau écouta les bras croisés et les yeux au sol, et quand Holt eut fini, il resta silencieux un long moment. « Si je témoigne, dit Garreau, Stanton me fera tuer en moins d'1 semaine. Si tu restes dans cette cabane, tu seras mort en moins d'1 mois de toute façon, juste plus lentement. » Holt le regarda. « Reviens au ranch, je te garderai en sécurité jusqu'à l'audience. Après ça, quoi que décide Aldrich, au moins tu auras dit de la vérité. » Garreau leva les yeux. « Pourquoi ça t'importe que je dise la vérité? Tu as le bébé. Tu as le Dr. Briggs qui dit dans quel état elle était. Pourquoi as-tu besoin de moi? Parce que sans toi, un avocat peut prétendre qu'elle est tombée dans ce ruisseau toute seule. Peut prétendre n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Gerald Stanton. Tu es le seul qui puisse mettre la corde dans la main de Stanton. » Un autre long silence. Le vent souffla dans le ravin et fit trembler l'unique fenêtre de la cabane. « Elle marche vraiment? » demanda Garreau. « Elle a commencé il y a 3 jours. Elle titube plus qu'elle ne marche, mais elle en est fière.
Elle Dubaï se relève et a l'air personnellement offensée. Quelque chose traversa le visage de Garrow. Pas tout à fait un sourire. Le fantôme d'un homme qui aurait pu être décent autrefois, essayant de retrouver son chemin. D'accord, dit-il. D'accord, je témoignerai. Ils retournèrent au ranch dans la lumière de l'après-midi, et Holt installa Garrow dans la grange avec une couverture, un repas chaud et son fusil appuyé contre le mur à portée de main. Cette nuit-là, après que Grace se fut endormie et que Garrow fut silencieux dans la grange, Holt s'assit sur le porche et Ada sortit et s'assit à côté de lui. Pas près, juste présente. De la façon dont les gens s'assoient quand ils ont dépassé le besoin de combler l'espace entre eux avec des mots. Vous l'avez trouvé, dit-elle. Il n'était pas difficile à trouver. Une conscience coupable garde un homme au même endroit. Ada resserra son châle. Harding dit 6 semaines jusqu'à Aldrich. Oui. Stanton n'attendra pas 6 semaines. Non, elle regarda l'obscurité. Il va nous attaquer de côté, pas une autre approche frontale. Ça n'a pas marché. Il trouvera un autre angle. L'hypothèque, dit Holt, il a déjà agi là-dessus. Il a envoyé un avis au président de la banque le lendemain matin de son départ. J'ai reçu une lettre de Arlen Voss, c'est le président de la banque, disant que mon solde impayé est exigé en totalité. Plus de paiements mensuels. Le montant total est dû dans 30 jours. Ida se tourna pour le regarder. Combien? 260 $. Holt? Je sais. Avez-vous? Non, dit-il platement et simplement. J'ai peut-être 30 $ dans la maison et 60 têtes de bétail qui ne valent pas grand-chose en septembre. Je pourrais vendre le troupeau, mais alors je n'ai plus de revenus, aucun moyen de faire tourner l'endroit, même si je le garde. Il regarda ses mains. Il essaie de me faire choisir entre le ranch et Grace. Ada resta silencieuse un moment. Il pense que ce sont les deux seules options. Ne le sont-elles pas? Pas si cette ville a du crin. Elle se tourna vers lui et, dans la faible lumière, son visage avait une qualité qu'il remarquait de plus en plus ces derniers temps. Une sorte de détermination posée qui n'avait rien de doux ni de fragile. C'était le visage d'une femme qui avait survécu à l'insurvivable et en était sortie en sachant exactement de quoi elle était faite. Tom Raburn à la forge, Frank Alderman qui tient le magasin d'aliments, Jenny Cole à la pension, Dutch Morrow au saloon. Elle y dit les noms avec soin. Stanton les a tous pressurés à un moment ou à un autre. Menace de saisie, pression sur les prêts, contrat retiré. Ils ont peur de lui, mais ils ne sont pas détruits. Pas encore. Tu penses qu'ils aideraient? Je pense qu'ils aideraient si quelqu'un leur montrait qu'il est possible de se lever et de ne pas tomber immédiatement. Elle soutint son regard. Vous êtes toujours debout. À peine. À peine, ça compte. Il y pensa longtemps après qu'elle fût rentrée. Le ranch était silencieux autour de lui. Une chouette appela quelque part au-delà de la clôture. Scout bougea dans la grange, s'installant. À peine, ça compte. Il pensa à son père qui avait défriché cette terre de ses mains avant la naissance de Holt, qui avait construit les clôtures poteau par poteau et tendu le fil mile par mile et transporté l'eau quand le ruisseau était bas. Et n'en avait jamais parlé comme si c'était remarquable. Parce que pour lui, ce n'était pas remarquable. C'était juste ce qu'on faisait. On continuait, à peine ou autrement. L'attaque de la grange eut lieu 4 nuits plus tard. Holt était dans le fauteuil près de la porte, pas tout à fait endormi, quand il sentit l'odeur. De la fumée, fine au début, puis plus épaisse. Il se leva du fauteuil et franchit la porte en quelques secondes. Le hangar à foin de l'autre côté de la grange brûlait. Pas la grange elle-même, pas encore, mais les flammes grimpaient déjà sur le mur sud du hangar, atteignant la grange. « Au feu! » cria-t-il. « Au feu! » Ada sortit avec Grace en 30 secondes. Le bébé, réveillé en sursaut, pleurait. Garrow sortit de la grange, ses bottes à moitié enfilées, toussant. « Sors les chevaux! » cria Holt à Garrow. « Par la porte nord! Éloigne-les de la grange! » Ils travaillèrent dans le noir avec des seaux du puits. 3 personnes contre un feu qui avait trop d'avance. Holt sortit les chevaux. Ada tendait Grace à Garrow et travailla à la chaîne de seaux avec une férocité qui le surprit. Elle travaillait comme quelqu'un qui comprenait que ce qu'ils essayaient de sauver était plus que du bois et du foin. Ils perdirent le hangar. Il brûla jusqu'à ses fondations pendant qu'ils gardaient la grange assez humide pour tenir. Quand les dernières braises s'éteignirent,
Ils se tinrent dans le gris de l'aube et regardèrent ce qui restait. 2 000 $ de foin, la nourriture d'hiver pour tout son troupeau. Disparu. Ada respirait encore fort, sa robe roussie à l'ourlet, une brûlure sur son avant-bras gauche qu'elle n'avait pas mentionnée et ne mentionnait pas maintenant. Grace s'était rendormie et en pleurant contre l'épaule de Garrow, ce qui était la vision la plus improbable que Holt ait vue depuis longtemps. L'homme qui l'avait mise dans un ruisseau, la tenant pendant que son monde brûlait. Stanton, dit Garrow, sa voix était creuse. Ou quelqu'un qui l'a payé. Holt regarda les ruines fumantes. Il fait passer un message. Quel message qu'il peut nous atteindre ici? Holt regarda Ada. Que nulle part n'est assez sûr. Ada essuya la cendre de son visage avec le dos de sa main. Elle regarda le hangar brûlé, puis Holt. Sa voix était stable, d'une manière qui n'aurait pas dû être possible à 5 heures du matin après un incendie. Alors nous arrêtons de nous cacher et nous commençons à bouger, dit-elle. Nous attendions qu'Aldrich vienne à nous. Nous devrions construire le dossier si fort et si publiquement que quand Aldrich arrivera, Stanton ne pourra pas contrôler la salle. Le shérif Pike passa en milieu de matinée, jeta un coup d'œil au hangar et ne les insulta pas en l'appelant autre chose que ce que c'était. Il le nota dans son registre, dit qu'il se renseignerait, et avait l'expression d'un homme qui savait que se renseigner ne produirait rien, et le faisait quand même parce que c'était ce que le travail exigeait. « Holt, dit-il avant de partir, je me suis renseigné sur l'affaire plus discrète. Eleanor Stanton. » Il fit une pause, vérifiant que Garrow était hors de portée de voix. « Elle n'est pas à la maison principale. Stanton a dit aux gens qu'elle était allée chez des parents à Denver, mais il s'arrêta de nouveau. Il avait l'habitude de s'arrêter avant la partie difficile, comme pour se donner une dernière chance de ne pas le dire. Mais la gouvernante de Stanton Ridge, une femme nommée Clara Voss, sans lien de parenté avec l'homme de la banque, elle a quitté l'emploi de Stanton il y a 2 semaines, a fait ses bagages et est partie. Elle ne veut pas dire pourquoi à la plupart des gens. Pike regarda Holt fixement. Elle pourrait dire pourquoi à la bonne personne. Ada trouva Clara Voss le lendemain matin à la pension de Jenny Cole, où elle avait pris une chambre en attendant de savoir ce qui allait suivre. C'était une femme de 50 ans, solide et prudente, avec les yeux de quelqu'un qui avait été témoin de choses et qui décidait encore quoi en faire. Ada s'assit en face d'elle et ne commença pas par des questions. Elle posa une tasse de café devant elle et dit « Je m'occupe du bébé depuis 3 semaines. Je sais ce qu'elle a traversé. Je sais qu'elle a failli ne pas s'en sortir, et je sais qu'il y a une jeune femme quelque part qui ne sait probablement pas que sa fille est en vie. » Les mains de Clara se resserrèrent sur sa tasse de café. « Elle est en vie, » murmura-t-elle. « Vraiment? Vraiment, elle est en bonne santé, elle marche, elle appelle M. Calloway papa, et elle a des opinions bien arrêtées sur ce qu'elle veut et ne veut pas manger au petit déjeuner. » Ada soutint le regard de la femme. « Elle s'appelle Grace. » Clara ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « Mademoiselle Eleanor, dit-elle, n'est pas à Denver. » Je ne le pensais pas. Elle est à l'ancienne propriété Fenwick, le pavillon de chasse de M. Stanton, à 8 miles à l'est d'ici, sur la route de la Crête. La voix de Clara baissa. Il l'a mise là après que le bébé soit... Après qu'il lui ait dit que le bébé était mort. Il a dit qu'elle avait besoin de repos, que le chagrin la rendait instable. Il a fait venir un médecin 2 fois. Elle fit une pause. Le médecin que M. Stanton a fait venir n'était pas du genre à vous aider à aller mieux. C'était du genre à vous faire taire. Ada revint au ranch avec cette information et la présenta à Holt et Harding, qui étaient venus voir Garrow et revoir sa déclaration. Harding ressemblait à un homme essayant de ne pas montrer à quel point cela changeait les choses. Si Eleanor Stanton peut témoigner, elle ne sait pas que Grace est en vie, dit Ada. Il lui a dit que le bébé était mort. Alors elle ne sait même pas pourquoi elle témoignerait. Harding tapa rapidement son stylo. Mais si elle savait, si quelqu'un le lui disait, que pensez-vous qu'elle ferait? Personne ne répondit immédiatement, car la réponse était évidente et son poids était énorme. Une mère qui avait passé 3 semaines à pleurer un enfant qui était en vie. Une mère maintenue isolée sur une crête par un père qui avait besoin de son silence. Que ferait-elle si elle savait la vérité? Nous devons l'atteindre avant que Stanton ne réalise que nous savons où elle est, dit Holt. Si vous montez cette route de crête sans raison, Stanton peut vous faire accuser d'intrusion, de harcèlement, de...
Je ne demande pas de conseil juridique en ce moment, Sam. Harding ferma la bouche puis la rouvrit. Emmenez-moi avec vous. Je suis aussi son avocat à partir de ce moment. L'accès d'un avocat à un client ne peut être bloqué. Si elle demande un conseil, elle ne sait pas encore qu'elle a besoin d'un conseil. Alors nous aurons une conversation avant qu'elle ne le demande. Harding se leva et attrapa son manteau. Quand? Demain matin, dit Ada. Avant l'aube, avant que quiconque sur cette route ne puisse faire un rapport. Holt la regarda. Tu ne viens pas. Si, Ada, Grace va où je vais, et Grace doit être là. Sa voix était ferme sans être élevée. Eleanor Stanton n'a jamais vu sa fille marcher. Elle ne l'a jamais entendu dire un mot. Vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez sur le fait que Grace est en vie et en bonne santé, et elle pleurera et elle voudra vous croire, mais jusqu'à ce qu'elle la voie. Ada fit une pause. Jusqu'à ce qu'elle la voie, elle ne le croira pas complètement. Et cette croyance est ce qui la fera descendre de cette crête. Holt soutint son regard un long moment. Elle avait raison. Il détestait qu'elle ait raison parce que cela signifiait amener Grace dans quelque chose de dangereux. Mais elle avait raison. Avant l'aube, dit-il. Cette nuit-là, il vérifia de nouveau le fusil et se dit que c'était une habitude. Il regarda Ada coucher Grace, regarda le bébé combattre le sommeil avec l'inefficacité têtue de quelqu'un qui soupçonnait de manquer quelque chose d'important et finit par y céder. Un petit point pressé contre la courte pointe. Il pensa à Eleanor Stanton, sur une crête à 8 miles à l'est, maintenue silencieuse par un médecin qui ne guérissait pas, pleurant une fille qui était en vie et apprenait à marcher et disait « Papa » avec une certitude qui traversait 7 années de pierre. Il pensa à ce que Stanton avait construit. L'argent, les avocats, les juges, le système de faveur et de peur qui avait fonctionné pour lui toute sa vie, et comment cela ne fonctionnait que tant que les gens à l'intérieur restaient à leur place désignée. Que se passait-il quand il s'arrêtait? Il ne le savait pas, mais il allait le découvrir. Avant l'aube, il aurait sa réponse, ou le début d'une. Il partirait avant que le ciel n'ait décidé de devenir matin. Holt devant, Ada derrière lui dans le chariot avec Grace émitouflée contre sa poitrine. Harding chevauchait à côté, sa maillette en cuir attachée à sa selle. La route de la crête était étroite et couverte de gravier meuble, et les roues du chariot trouvaient chaque imperfection. Mais Grace dormit pendant la majeure partie de la montée avec l'indifférence profonde de quelqu'un qui avait déjà survécu à pire. Personne ne parlait beaucoup. L'obscurité avait une qualité qui décourageait de la conversation, le genre de calme d'avant l'aube qui semble provisoire, comme si le monde retenait son souffle avant de s'engager dans la journée. Le pavillon Fenwick apparut alors qu'une lumière grise commençait à séparer le ciel de la ligne de crête. Il était plus grand que ce que Holt avait imaginé. Fondation en pierre, charpente en bois, 4 fenêtres sur la façade, un porche couvert sur toute la longueur. Le genre d'endroit construit par quelqu'un avec assez d'argent pour vouloir un endroit où aller quand la maison principale semblait trop visible. Une lampe brûlait derrière l'une des fenêtres avant. Quelqu'un était réveillé. Holt arrêta le chariot à 50 mètres et descendit, lentement et délibérément, les mains visibles, comme on approche quelque chose qui pourrait s'enfuir s'il sent une menace. Un homme sortit sur le porche avant que Holt n'ait couvert la moitié de la distance. Un homme de main, large d'épaules, avec le calme prudent de quelqu'un payé pour remarquer les choses. Sa main reposait sur le pistolet à sa hanche sans le toucher. Pas encore une menace. Une annonce. Propriété privée, dit l'homme. La route s'arrête ici. J'ai un avocat qui doit parler à Eleanor Stanton, dit Holt. Affaires professionnelles. Il a le droit légal de... Mademoiselle Stanton ne reçoit pas de visiteurs. Harding était venu à côté de Holt. Il brandit un document dans la lumière grise. Je m'appelle Samuel Harding. Je suis un avocat agréé dans le territoire du Wyoming. Ma cliente a droit à un avocat à tout moment et en toutes circonstances. Bloquer cet accès est une infraction pénale passible d'une amende de... Je me fiche de ce que c'est passible, dit l'homme. Vous n'entrez pas. Lyle, une voix de femme de l'intérieur, calme mais elle portait. Laissez-les entrer. L'homme, Lyle, tourna la tête vers la fenêtre. Ce qu'il y vit le fit reconsidérer. Il recula de la porte, pas gracieusement, mais il recula. Eleanor Stanton avait 22 ans et ressemblait à quelqu'un qui avait traversé une saison qui vieillit une personne au-delà de ses années et laisse des preuves.
Elle était mince, aux os fins, avec la coloration de son père. Des cheveux blonds argentés lâches sur ses épaules, portant une simple robe de maison qui appartenait à quelqu'un n'ayant plus de raison de s'habiller pour quoi que ce soit. Elle était assise près de la fenêtre. Holt pouvait voir la chaise positionnée pour regarder la route, comme les gens positionnent les chaises quand ils attendent quelque chose sans admettre qu'ils attendent. Elle regarda Holt. Elle regarda Harding. Puis elle regarda Ada, qui était entrée derrière eux, et elle regarda ce qu'Ada portait, et elle arrêta de respirer. Grace était réveillée. Elle s'était réveillée sur le porch, le changement de température et de mouvement la sortant du sommeil, et elle regardait autour d'elle avec son alerte matinale habituelle, faisant l'inventaire du monde, cataloguant ce qui était nouveau. La main d'Eleanor se porta à sa bouche. C'est... Elle ne put finir. Elle s'appelle Grace, dit Ada. Sa voix était très douce. Elle est avec nous depuis 3 semaines. Elle est en bonne santé. Elle est forte. Elle a commencé à marcher il y a 5 jours. Ada fit un petit pas en avant. Elle est à vous, Eleanor. Elle a été en vie tout ce temps. Eleanor Stanton s'assit par terre. Pas sur une chaise, pas progressivement. Elle s'assit simplement, là où elle se tenait, comme si les ficelles qui la soutenaient avaient été coupées. Un son sortit d'elle que Holt n'avait entendu que chez des animaux en grande souffrance, et il dut détourner le regard car certaines choses sont trop privées pour être vues de front. Grace entendit le son et devint très immobile dans les bras d'Ada. Elle tourna la tête et regarda Eleanor par terre. Et puis elle fit quelque chose qui rendit la pièce complètement silencieuse. Elle se pencha vers elle, loin d'Ada, vers cette étrangère par terre, les bras ouverts, comme les bébés se tendent vers quelque chose qu'ils reconnaissent ou sans savoir pourquoi. Eleanor leva les yeux, vit cela et fit de nouveau ce son. Et puis Ada était à genoux à côté d'elle et Grace était déposée dans des bras qui savaient déjà exactement comment la tenir, même s'ils ne l'avaient pas tenue depuis 3 semaines. Parce que les bras d'une mère se souviennent, peu importe le temps qui a passé et peu importe ce qu'on leur a dit. Eleanor serra Grace contre sa poitrine, se balança et pleura. Et Grace posa une petite main à plat contre la joue mouillée d'Eleanor et la laissa là, patiente et certaine. Holt se tourna et regarda le mur. Harding sortit ses papiers et donna à tout le monde 3 minutes avant de s'éclaircir la gorge. C'était un bon avocat, ce qui signifiait qu'il comprenait le timing. « Mademoiselle Stanton, dit-il doucement, je dois vous poser quelques questions sur ce que votre père vous a dit, sur ce qui s'est passé et quand, et ce que vous savez. » Eleanor leva les yeux vers lui. Son visage était à vif, dépouillé de toute prétention. Elle ressemblait à une femme qui n'avait plus rien à protéger et donc plus rien à craindre. « Il m'a dit qu'elle était morte, dit-elle. 3 jours après sa naissance. Il a dit qu'il y avait eu des complications et qu'elle n'avait pas survécu. » Elle caressa les cheveux de Grace avec une main qui tremblait. « J'ai demandé à la voir. Il a dit qu'il n'y avait rien à voir. Il avait déjà organisé l'enterrement. » Sa voix devint plate et froide. « J'ai passé 3 semaines à demander à visiter une tombe qui n'existe pas. Vous a-t-il dit pourquoi il vous a amené ici, au pavillon? Il a dit que j'avais besoin de repos, que le chagrin me rendait irrationnel. » Elle prononça le mot comme s'il avait un goût immonde. « Il a fait venir un médecin nommé Whitfield qui m'a donné des choses qui me faisaient dormir et rendaient les jours lointains. » Elle regarda Harding directement. « Il me faisait taire et je l'ai laissé faire parce que j'étais en deuil et j'étais seul et je pensais qu'il essayait de prendre soin de moi. » Quelque chose se durcit dans ses yeux. « Je sais mieux maintenant. » Eleanor. Holt parla pour la première fois depuis leur arrivée. Elle le regarda. « Votre père essaie d'utiliser une ordonnance d'un juge pour prendre Grace. Il a la signature de Morse sur un papier de garde. Nous le contestons devant Aldrich, mais nous avons besoin de témoins qui peuvent parler de ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Nous avons besoin de vous. » Eleanor baissa les yeux sur Grace, qui avait trouvé un bouton sur sa robe, et l'étudiait avec une profonde concentration. « Il me prendra tout, dit-elle. Je n'ai pas d'argent qui ne soit pas le sien, pas de maison qui ne soit pas la sienne, pas d'avenir dans ce territoire qu'il ne puisse atteindre et démanteler. » Elle fit une pause. « Il m'a déjà pris 3 semaines de la vie de ma fille, 3 semaines que je ne récupérerai jamais. » Elle leva les yeux. « Que peut-il prendre d'autre? »« Il peut essayer de la reprendre, » dit doucement Ada, « s'il gagne l'audience. » La mâchoire d'Eleanor se serra. C'était la première fois que Holt voyait quelque chose du père dans la fille.
Et dans ce contexte, ce n'était que juste. Alors il ne gagnera pas. La descente de la route de la crête fut différente de la montée. Grace était assise dans les bras d'Eleanor dans le chariot, et Eleanor la tenait avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui comprenait maintenant à quelle vitesse la chose que vous tenez peut être enlevée. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle mémorisait Grace, son poids, l'odeur de ses cheveux, la façon dont elle attrapait les choses et faisait ses commentaires sonores sur tout ce qui l'intéressait. Ada chevauchait à leur côté et ne sentait pas le silence, ce qui était le bon instinct. Holt chevauchait devant, pensant. Ils pensaient encore quand ils retournèrent au ranch et trouvèrent le chariot de Tom Rayburn garé devant. Tom était à la clôture, parlant à Garreau, ce qui était une vue assez étrange pour arrêter Holt un moment. Garreau ressemblait à un homme qui ne s'attendait pas à ce qu'un forgeron le traite comme une personne et n'était pas entièrement sûr de savoir comment gérer cela. Tom se dirigea vers Holt quand il descendit de cheval, et derrière lui, Frank Alderman arrivait du côté du chariot, et Dutch Morrow du saloon, et Jenny Cole, et 5 ou 6 autres dont Holt reconnaissait les visages après des années de contact poli et minimal dans une ville où il avait toujours été l'homme qui restait à l'écart. Tom posa un sac en tissu sur le poteau de la clôture. « J'ai entendu pour le hangar, dit-il. J'ai aussi entendu pour l'avis de ceci. Dutch propage les informations mieux que n'importe quel fil télégraphique du territoire. » Il fit un signe de tête à Dutch, qui avait l'air satisfait sans s'en excuser. « De combien as-tu besoin? » Holt le fixa. « L'hypothèque, dit Tom, le montant impayé. Nous avons eu une réunion chez Jenny ce matin. »« Combien? » »« Tom, je ne peux pas demander. »« Tu ne demandes pas, j'offre. » Tom croisa les bras. « Stanton a saisi la terre de mon cousin il y a 2 ans, et aucun de nous dans cette ville n'a fait la moindre chose à ce sujet parce que nous avions peur, et j'y ai pensé tous les jours depuis. » Sa voix devint rauque sur les bords. « C'est ce que nous pouvons faire à ce sujet. Combien? » La gorge de Holt était serrée. 260 $. Tom plongea la main dans le sac en tissu et en sortit un plus petit sac qu'il posa sur le poteau. 60. Tout ce que j'ai qui n'est pas cloué au sol. Il regarda les autres. Frank Alderman posa un sac à côté. 40. Dutch s'avança. 60 ticks. Une partie de ça, c'est à toi de toute façon, de la monnaie que tu as laissée sur le bord au fil des ans. Un par un, ils s'avancèrent. Le tas sur le poteau de la clôture grandit. Un fermier que Holt connaissait à peine de nom mit 15 $ et dit « Stanton a essayé d'acheter mon droit depuis il y a 6 ans. J'attendais une raison de faire quelque chose à ce sujet. » Une femme de l'auxiliaire de l'Église, à qui Holt n'avait jamais parlé, mit 12 $ et ne dit rien du tout, sauf de lui faire un signe de tête ferme. Quand ce fut fini, Holt compta sans parler. 290 $. Il regarda les visages disposés dans sa cour. Des gens qui avaient des vies, des soucis et des hypothèques, qui avaient mis leurs économies sur un poteau de clôture pour un enfant que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu, parce que quelqu'un avait finalement décidé que se lever valait le coup. Il ouvrit la bouche. « Ne nous remercie pas, dit Tom. Gagne, c'est tout. » La banque prit l'argent le lendemain matin sans plaisir. Arlen Voss le compta 2 fois, les 2 fois avec l'expression d'un homme qui s'attendait à un résultat différent et trouvait le résultat réel désagréable. Il tendit le reçu à Holt et dit « Votre prochain paiement est dû dans 30 jours, Monsieur Calloway. » D'un ton qui impliquait que 30 jours viendraient et qu'il serait prêt. « Je sais quand il est dû, » dit Holt et il partit. Il alla directement de la banque au bureau de Harding. L'avocat était déjà à son bureau. Des papiers étalés dans 3 directions. L'air d'un homme qui n'avait pas dormi, mais était dynamisé par le manque. « Eleanor Stanton est prête à témoigner, » dit Holt. Harding leva les yeux. « Tu l'as faite sortir. » « Elle est sortie d'elle-même. Nous lui avons juste dit qu'il y avait un endroit où aller. » Holt s'assit. « Comment cela change-t-il l'audience? » Harding se pencha en arrière. « Ça la change considérablement. Nous avons Garreau qui peut témoigner de l'implication directe de Stanton. Nous avons Eleanor qui peut témoigner de son traitement, de ce qu'on lui a dit, de la chronologie des événements. Nous avons le témoignage médical du Dr. Briggs. Nous avons vous et Ada comme témoins de moralité et principaux gardiens. » Il fit une pause. « Ce que nous avons encore, c'est Morse sur le banc. Pouvons-nous le faire déplacer à Aldrich? J'ai déposé la requête d'urgence hier. »
L'argument est que Morse a émis l'ordonnance de garde sans préavis adéquat au tuteur actuel et sans aucune audience sur le bien-être de l'enfant. C'est un argument de procédure. Qu'il tienne ou non dépend de... Harding s'arrêta. Un bruit en bas. Des pas dans les escaliers extérieurs, lourds et multiples. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Deux hommes que Holt ne reconnut pas. Derrière eux, Edmund Cole, l'avocat avec sa maillette en cuir et son vide exercé. Et derrière Cole, Gerald Stanton, qui entra dans la pièce avec la certitude tranquille d'un homme qui croyait que les espaces des autres n'étaient que des pièces où il n'était pas encore allé. Il regarda Holt, puis Harding. Il n'avait pas l'air surpris de voir l'un ou l'autre. « Monsieur Calloway, dit-il, je cherchais ma fille. »« Elle n'est pas ici, dit Holt. »« Non, en effet. Elle a quitté le pavillon la nuit dernière, ce qui représente une violation significative de l'arrangement de soins médicaux que j'avais mis en place pour son bien-être. » Il le dit avec une sincérité absolue, ce qui était soit un talent considérable, soit quelque chose de pire. Je suis inquiet pour sa santé. Elle avait l'air en assez bonne santé pour moi. Stanton se tourna pour le regarder pleinement. « Vous êtes monté sur cette route. » Son avocat l'a emmenée à une réunion à laquelle elle avait tout à fait le droit légal, dit la voix stable de Harding. Comme je suis sûr qu'Edmund ici le confirmera. Cole ne dit rien. Il était doué pour ne rien dire. Monsieur Calloway. La voix agréable de Stanton n'était pas revenue. Ce qu'il utilisait maintenant était plus calme et plus direct. Je veux que vous compreniez quelque chose. Vous avez gagné quelques petites manches, l'hypothèque est payée. Ma fille a été temporairement influencée par des gens qui ne comprennent pas ce qui est le mieux pour elle. Vous avez un avocat qui dépose des requêtes de procédure qui n'aboutiront finalement à rien. Il fit une pause. Mais vous vous battez avec une faible réserve de munitions contre un homme avec un arsenal. Vous le savez. Je sais que vous le savez. Que voulez-vous, dit Holt. Un règlement. Les mains de Stanton étaient jointes devant lui, patientes et calmes. Ma fille prend l'enfant, retourne chez moi. L'incident, le ruisseau, tout cela n'est jamais discuté en public. Vous recevez le titre de propriété de votre ranch, l'hypothèque retirée, et 300 $ en espèces. Il jeta un coup d'œil à Harding. Votre avocat reçoit ses honoraires, payés en totalité par mon bureau. Il regarda de nouveau Holt. Tout le monde s'en va. Pas d'audience, pas d'Aldrich, pas de témoins dans une salle d'audience. Ça se termine aujourd'hui, tranquillement, et tout le monde s'en portera mieux. Holt le regarda un long moment. Votre fille, dit-il, c'est elle que vous faites qu'elle offre. Eleanor comprendra ce qui est le mieux une fois qu'elle aura eu le temps de... C'est elle, répéta Holt. Le sang-froid de Stanton montra sa première fissure, juste un resserrement autour des yeux. Eleanor est jeune et émotive et actuellement manipulée par des gens qui... C'est une mère qui vient de découvrir que sa fille est en vie. Holt se leva. Ce n'est pas de la manipulation. C'est la femme la plus lucide qu'elle ait été depuis que vous l'avez mise sur cette crête. Il soutint le regard de Stanton et sentit quelque chose de solide et d'absolu s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la peur, quelque chose au-delà des deux. La certitude. Votre règlement est non. Votre offre est non. Votre juge, vos avocats et vos avis de saisie sont tous non. Je vous verrai à l'audience. Stanton le regarda comme un homme regarde quelque chose qui va devoir être brisé. Vous n'avez aucune idée, dit-il doucement, de ce dont je suis capable. J'ai trouvé votre petite fille dans un sac en toile de jute, dit Holt. J'ai une assez bonne idée. Après leur départ, Harding laissa échapper un souffle qui suggérait qu'il l'avait retenu pendant plusieurs minutes. Il va s'en prendre à Garrow. Je sais, je le déplace de la grange ce soir. Il restera chez Tom Raburn. Stanton ne s'y attendra pas. Et Eleanor? Ada est avec elle à la pension de Jenny. Jenny Cole n'ouvre pas sa porte aux gens à qui elle ne veut pas l'ouvrir. Quiconque connaît Jenny le sait. Harding hocha la tête. Il regarda ses papiers. Puis Holt. Vous savez que les chances sont toujours contre nous. Morse pourrait ne pas accepter la contestation de procédure. Aldrich pourrait ne pas être sympathique. Stanton peut mettre 20 témoins à la barre. Sam. Oui. Faisons-nous ce qu'il faut? Harding resta silencieux un moment. Oui. Alors les chances sont ce qu'elles sont. Ce soir-là, Holt retourna seul au ranch pour la première fois depuis l'arrivée de Grace. Ada était chez Jenny avec Eleanor. Garrow était chez Tom. Grace était avec Ada.
La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis 3 semaines. Et le silence semblait différent maintenant qu'auparavant. Pas vide, juste temporairement inoccupé. Il alluma un feu, s'assit dans son fauteuil et regarda les flammes. Il pensa aux 3 croix sur la colline. Ruth, Clara, James. Il pensa à un bébé dans un sac en toile de jute, tendant la main vers son visage dans l'eau froide de Bitter Creek. Il pensa aux mains d'Ada travaillant à la chaîne de seau à 3 heures du matin. Sa robe roussie, son visage empreint de cette terrible détermination stable. Il pensa à Eleanor Stanton par terre, tenant une fille qu'elle croyait disparue. Il pensa à Tom Raburn posant un sac en tissu sur un poteau de clôture et disant « Ne nous remercie pas, gagne, c'est tout ». Il pensa à ce que cela signifiait d'être revendiqué par un enfant qui avait décidé dès le début et sans réserve qu'il était papa, par une ville qui avait mis ses économies sur son poteau de clôture, par une femme aux yeux sombres et à l'avant-bras brûlé qui n'avait jamais suggéré une seule fois en 3 semaines de circonstances impossibles que tout cela était plus qu'elle n'était prête à porter. Il ne savait pas ce qui allait suivre. L'audience était dans 10 jours, et le terrain d'entrée ici et là était incertain, et Stanton n'avait pas fini de jouer ses cartes. Il y aurait plus de pression, plus d'angles, plus de tentatives pour rendre le coût de la poursuite plus élevé que le coût de l'arrêt. Mais voici ce que Holt savait. Assis dans son fauteuil avec le feu qui baissait et la nuit qui se pressait autour du ranch que son père avait construit, il avait cessé de faire les choses machinalement. 7 ans plus tôt, la nuit de l'incendie, et il n'avait pas recommencé jusqu'au matin où il avait entendu quelque chose qui n'avait pas sa place à Bitter Creek et était allé voir ce que c'était. Il ne faisait pas les choses machinalement maintenant. Il faisait la chose, la vraie chose, la seule sorte de chose qui fait qu'une vie a un sens. L'horloge sur la cheminée indiquait 9h45. Il couvrit le feu, vérifia la porte, ramassa son fusil et alla dormir. Il allait en avoir besoin. Le matin de l'audience, Dry Fork se réveilla tôt. Holt le remarqua avant même d'avoir pleinement enregistré ce qu'il voyait. Des chariots sur la route avant le lever du soleil, des chevaux attachés à des poteaux d'attache habituellement vides jusqu'en milieu de matinée. Des gens se déplaçant dans les rues avec la détermination particulière de ceux qui ont un endroit où être et ont décidé d'y arriver. Tom Raburn était déjà devant sa boutique. Frank Alderman avait fermé le magasin d'aliments et se tenait sur le trottoir dans son bon manteau. Jenny Cole avait fermé la pension pour la journée, ce qu'en 20 ans d'activité, elle n'avait jamais fait pour autre chose qu'un enterrement. Il venait au palais de justice. Pas seulement les gens qui avaient mis de l'argent sur le poteau de clôture. D'autres, 2 familles que Holt connaissait de vue, mais pas de nom. Des femmes de l'auxiliaire de l'Église, des fermiers, des propriétés environnantes qui étaient arrivés à cheval avant l'aube. La nouvelle s'était répandue dans le territoire comme elle le fait dans les endroits où la vie des gens est assez proche pour se toucher. De personne à personne, de cuisine en cuisine, par-dessus les clôtures, aux abreuvoirs et dans le calme après l'Église. Gerald Stanton s'était fait beaucoup d'ennemis au cours d'une longue carrière de victoire. Ils avaient tous apparemment décidé qu'aujourd'hui était le jour de se montrer. Holt se tenait avec Harding devant le palais de justice et regardait la foule se rassembler des 2 côtés du bâtiment. Les gens de Stanton étaient là aussi. Des hommes de main, des associés, la catégorie particulière de personnes qui s'attachent au pouvoir et en reflètent les expressions. Mais ils étaient en infériorité numérique d'une manière qui semblait même les surprendre. « N'y lis pas trop de choses, dit doucement Harding. C'est le juge qui décide, pas la foule. Je sais. Mais ça ne fait pas de mal, ajouta Harding après une pause. Le juge Thomas Aldrich avait accepté la contestation de procédure 9 jours plus tôt, ce qui avait été la première véritable indication que le terrain sous Gerald Stanton n'était pas aussi solide qu'il y paraissait. La contestation était mince. Harding lui-même l'avait qualifiée de tout juste suffisante. Mais Aldrich l'avait accepté, ce qui signifiait qu'Aldrich était soit un homme juste, soit un homme qui avait assez entendu parler de Morse et de Stanton pour vouloir prendre ses distances avec eux deux. L'un ou l'autre fonctionnait. Morse avait été furieux. Holt n'en avait pas été témoin directement. Mais Harding si, et il était revenu du dépôt avec l'air d'un homme qui avait traversé une tempête. Maintenant, Aldrich était là et Morse non, et la salle d'audience était bondée avant même l'ouverture officielle des portes. Eleanor entra avec Ada, Grace sur la hanche d'Eleanor,
se déplaçant avec une assurance qui s'était construite au cours des 10 derniers jours pour devenir quelque chose qui ressemblait à un but. Elle était à la pension de Jenny depuis qu'il l'avait fait descendre de la crête. Et Jenny, qui n'avait aucune patience pour l'apitoiement sur soi, mais une patience considérable pour les femmes en train de décider qui elles allaient être, lui avait apparemment fait du bien. Le menton d'Eleanor était levé. Elle ressemblait à son père dans l'angle de celui-ci, et aujourd'hui, c'était exactement juste. Garrow entra en dernier, avec Tom Raburn marchant à côté de lui d'une manière qui n'était pas tout à fait protectrice, et pas tout à fait une coïncidence, par-dessus. Garrow était sobre depuis 11 jours. Il avait l'air creusé et nettoyé, comme les hommes qui ont cessé de fuir quelque chose et ont commencé à marcher vers cela. Stanton était déjà à la table avant quand ils entrèrent, flanqué d'Edmund Cole et de deux autres avocats dont les costumes avaient l'air d'une dépense significative. Il se tourna quand ils entrèrent et regarda Eleanor, et quelque chose traversa son visage. Pas de l'amour, pas du chagrin, la chose qui traverse le visage d'un homme puissant, quand quelque chose qu'il considérait comme réglé est devenu instable. Il regarda Grace ensuite, puis Holt, et il se retourna pour faire face à l'avant de la salle. Le juge Thomas Aldrich avait 64 ans, bâti comme un homme qui avait passé ses jeunes années à faire du travail physique avant de trouver la loi, avec des cheveux blancs, des yeux sombres, et la manière de quelqu'un qui avait entendu assez d'histoires pour être difficile à surprendre et qui considérait la surprise comme surfaite. Il entra sans cérémonie, s'assit, ajusta ses lunettes de lecture et regarda la salle d'audience avec l'expression d'un homme qui allait faire le travail devant lui et s'attendait à ce que tout le monde fasse de même. Ceci est une audience de garde concernant un enfant mineur d'environ 10 mois, actuellement sous la garde de Holt Callaway de Dry Fork, territoire du Wyoming, dit-il. Nathaniel Gerald Stanton de Stanton Ridge a demandé la tutelle sur la base du lien de sang. Monsieur Callaway conteste cette demande. Monsieur Cole, vous pouvez commencer. Edmund Cole était bon dans son travail. Holt devait le lui accorder. Il construisit son cas avec l'efficacité prudente d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois et comprenait que la température émotionnelle d'une pièce était une variable qu'il pouvait utiliser. Il appela le président de la banque qui témoigna de la réputation de Stanton dans la communauté. Il appela deux éleveurs qui parlèrent de ses contributions caritatives et de son engagement civique. Il appela un médecin de Carson Flats, pas Whitfield, quelqu'un de nouveau, qui témoigna du principe général que les enfants s'épanouissent avec des ressources et que les ressources étaient quelque chose que Gerald Stanton possédait en abondance. C'était propre, professionnel et menait à une conclusion. La loi favorise le lien de sang. Cet homme a un lien de sang. Par conséquent, la loi favorise cet homme. Cole s'assit avec l'air satisfait de quelqu'un qui avait présenté un argument bien ficelé et s'attendait à ce qu'il le reste. Harding se leva. Il appela d'abord le docteur Briggs, qui décrivit l'état de Grace le matin du 14 septembre avec l'autorité tranquille de 50 ans de médecine. Il ne fit pas de commentaire. Il n'en avait pas besoin. Une température corporelle de 32 degrés, des lèvres de la couleur d'un hématome, une respiration qu'il fallait écouter pour l'entendre. Il donna les chiffres et les laissa s'installer, et la salle d'audience fit le reste. Le contre-interrogatoire de Cole sur le docteur Briggs dura 4 minutes et n'accomplit rien de ce qu'il avait prévu, ce que Holt soupçonnait le docteur d'avoir anticipé et planifié en conséquence. Harding appela ensuite Ada. Elle prit de la barre avec Grace sur ses genoux, parce que Grace ne voulait rester avec personne d'autre dans cette pièce. L'alternative était la distraction, et Ada avait décidé il y a des semaines que la vérité de leur situation incluait la présence visible de Grace, et elle n'allait pas s'en excuser. Elle parla de 3 semaines de soins 24 heures sur 24. Elle parla de la première nuit, où ils avaient respiré l'espoir à tour de rôle pour un bébé qui n'avait aucune raison particulière de survivre. Elle parla de Grace apprenant à manger, à s'asseoir, à se hisser et à faire les premières passes de côté le long du canapé. Elle parla du matin où Grace avait dit son nom pour la première fois, clairement et délibérément, en la regardant droit dans les yeux. Elle ne pleura pas. Holt s'y était à moitié attendu, et le fait qu'elle ne le fit pas, qu'elle dit simplement la vérité d'une voix claire et stable et la laissa être ce qu'elle était plus dévastateur que des larmes ne l'auraient été. Cole se leva pour le contre-interrogatoire. Il fit l'erreur de suggérer que l'attachement d'Ada à Grace était la principale motivation de son témoignage,
Qu'une femme en deuil qui avait perdu son propre enfant avait transféré ce deuil sur un nourrisson disponible. Que son jugement était donc compromis par l'émotion plutôt que guidé par les faits. Adada le regarda un moment avec ses yeux sombres et prudents. Mon jugement, dit-elle, est qu'un bébé qui a été mis dans un sac en toile de jute et jeté dans un ruisseau pour se noyer est mieux servi par des gens qui l'aiment que par des gens qui ont essayé de la tuer. Si c'est émotionnel, je l'assume. Un murmure parcourut la salle d'audience. Aldrich ne tapa pas son marteau. Cole s'assit. Harding appela Pete Garrow. La pièce changea quand Garrow se dirigea vers la barre. Pas à cause de quelque chose qu'il fit. Il marcha lentement, s'assit prudemment et croisa les mains sur la balustrade devant lui, mais à cause de ce que sa présence signifiait. Tout le monde dans cette pièce comprit ce qu'il allait dire avant qu'il ne le dise, et le poids de cette compréhension pesa sur l'air. Il témoigna pendant 20 minutes. Il dit la vérité sans fioriture, ce qui était le bon instinct, car la vérité sans fioriture était déjà aussi mauvaise que tout ce qui nécessitait des fioritures. Il dit le nom de Stanton. Il dit le montant. Il décrivit ce qu'il avait fait et dans quel ordre et quels sons Grace avait fait à l'intérieur du sac et comment il s'était éloigné de ces sons et ce que cela lui avait coûté chaque nuit depuis. Quand il eut fini, la salle d'audience était très silencieuse. Cole se leva pour le contre-interrogatoire et posa 3 questions, auxquelles Garrow répondit simplement et directement. Puis Cole se rassit et ne demanda rien d'autre, car il n'y avait rien d'autre à demander qui puisse l'aider. Puis Harding dit « Votre honneur, j'aimerais appeler Eleanor Stanton. » Cole fut immédiatement sur ses pieds. « Objection. Ce témoin n'était pas sur la liste divulguée. Nous n'avons eu aucune possibilité de nous préparer. L'identité et la pertinence potentielle de Mademoiselle Stanton sont devenues connues du Conseil il y a 9 jours, dit Harding. Une divulgation de témoins supplémentaires a été déposée auprès de ce tribunal il y a 8 jours. Les documents sont dans le dossier. Aldrich regarda le dossier. Il regarda Cole. Rejeté. Mademoiselle Stanton, veuillez prendre la barre. Eleanor tendit Grace à Ada et se dirigea vers l'avant de la salle d'audience. Elle passa devant la table de son père sans le regarder. Stanton la regarda avec une expression qui ne contenait rien d'autre que du calcul. Elle s'assit, regarda Harding et attendit. « Mademoiselle Stanton, dit doucement Harding, Gerald Stanton est votre père. »« Oui. » »« Dites à la cour ce qui s'est passé après la naissance de Grace. » Eleanor le raconta. Elle le raconta comme elle l'avait raconté au bureau de Harding 2 jours auparavant. De la même voix claire et plate qui vient d'avoir répété quelque chose tant de fois que ça cesse de faire mal à chaque fois et devient simplement le récit de ce qui s'est produit. Elle parla de la pièce où elle avait été gardée, du médecin que son père avait fait venir, des 3 jours avant qu'on lui dise que le bébé était parti, de l'absence de tombe à visiter, des semaines sur la crête avec la médecine de Whitfield, rendant tout distant et doux. « Mademoiselle Stanton, dit Harding, votre père a-t-il jamais dit en votre présence quelque chose qui indiquait qu'il avait arrangé l'enlèvement de Grace? » Oui. Aucune hésitation. La nuit après sa naissance, je n'avais pas dormi. Je pouvais l'entendre dans le couloir parler à quelqu'un. Il a dit que la situation devait être résolue avant le matin, qu'il n'avait pas travaillé toute sa vie pour que tout s'effondre à cause de l'erreur d'une servante. Elle s'arrêta. Il parlait de moi, sa propre fille, l'erreur d'une servante. Elle le dit sans amertume, juste comme une information, ce qui le rendit pire. Le lendemain matin, le docteur Whitfield m'a dit qu'elle n'avait pas survécu. La salle d'audience était absolument silencieuse. Harding fit une pause pendant exactement le bon laps de temps. Pas d'autres questions. Cole se leva. Il regarda Eleanor comme un avocat regarde un témoin qu'il sait ne pas pouvoir discréditer et va tenter de le faire quand même parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mademoiselle Stanton, vous étiez dans un état émotionnel difficile après la naissance. On vous avait donné des médicaments pour vous aider à vous reposer. Est-il possible que vous ayez mal entendu ou mal interprété une conversation? Je sais ce que j'ai entendu, dit Eleanor. J'ai eu 3 semaines seule sur une crête pour y réfléchir. Je sais exactement ce que j'ai entendu. Votre père essayait de vous protéger, de vous fournir des soins pendant une période difficile. Il a dit à un homme de jeter ma fille dans un ruisseau. Sa voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. Ce n'est pas de la protection, ce ne sont pas des soins.
C'est un homme qui décide que sa réputation compte plus que la vie de sa petite fille. Elle regarda son père directement pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. J'ai passé 3 semaines à croire qu'elle était morte. 3 semaines, et elle était en vie. Elle était avec des gens qui l'aimaient, et elle apprenait à marcher, et elle était en vie. Elle soutint le regard de son père. Je ne pardonnerai jamais cela, et je passerai tout ce qui est requis de moi pour m'assurer qu'elle reste avec les gens qui l'ont gardée ainsi. Cole n'avait pas d'autres questions. Le visage de Stanton pendant le témoignage de sa fille était resté calme, à la manière d'un homme qui a construit sa vie sur le fait de ne pas être lisible, mais ses mains, Holt le remarqua, étaient à plat sur la table devant lui, appuyant comme si la table était quelque chose qui devait être maintenu en place. Aldrich demanda une suspension de séance. Holt sortit. Ida vint avec Grace, qui avait toléré la matinée avec une patience impressionnante, et faisait maintenant clairement savoir, par un volume croissant, qu'elle avait des opinions sur la situation actuelle et avait l'intention de les exprimer jusqu'à ce que quelqu'un y réponde de manière adéquate. « Elle a faim, » dit Ada. « Ouais. » Ils se tinrent sous le mince soleil d'octobre, et Ada nourrit Grace avec le biberon qu'elle avait apporté. Et Grace attrapa le pouce d'Ada avec sa main libre et s'y accrocha avec la poigne qui avait étonné Holt la première fois, et l'étonnait encore. Cette certitude féroce particulière, Eleanor vint se tenir avec eux. Elle regarda Grace manger, et son visage fit ce qu'il faisait depuis 10 jours, passant du chagrin à la gratitude si rapidement qu'il était difficile de les séparer. Quelle que soit sa décision, dit doucement Eleanor, je veux que vous sachiez qu'elle reste avec vous, peu importe comment cela doit fonctionner légalement. Où qu'elle vive, vous êtes sa famille, tous les deux. Elle jeta un coup d'œil à Holt. Elle vous a appelé papa avant même de m'appeler quoi que ce soit. Je ne vais pas lui enlever ça. Vous êtes sa mère, dit Ada. Je sais et je veux l'être, je vais l'être. Mais les mères n'ont pas à être tout. Parfois, la meilleure chose qu'une mère puisse faire est de reconnaître qui d'autre son enfant aime. Elle regarda Grace. Elle vous aime. N'importe qui avec des yeux peut le voir. Tom Rayburn s'approcha et tendit à Holt une tasse de café de quelque part, hocha la tête et retourna se tenir avec les autres. La foule devant le palais de justice ne s'était pas dispersée pendant la suspension. Au contraire, elle avait grandi. Des gens debout dans le froid d'octobre parce qu'ils avaient décidé que cela importait assez pour rester dans le froid. Holt but le café et pensa à son père, qui avait défriché cette terre poteau par poteau et fil par fil sans jamais en parler, comme si c'était remarquable. On continuait. Les circonstances étaient ce qu'elles étaient. On faisait le travail. L'huissier les rappela. Aldrich entra, s'assit et arrangea ses papiers avec les mouvements lents d'un homme qui avait déjà décidé et prenait son temps parce que la décision méritait le poids de sa livraison. « J'ai entendu des témoignages considérables ce matin, dit-il. Certains étaient attendus, d'autres non. » Il regarda la salle par-dessus ses lunettes. « Je veux d'abord aborder l'argument juridique de M. Stanton, car il mérite une réponse directe. Le lien de sang est un facteur significatif dans les décisions de garde. La loi le reconnaît. M. Cole l'a bien argumenté et dans d'autres circonstances, cela pourrait être suffisant. » L'expression de Cole vira brièvement à quelque chose comme l'espoir. « Cependant, continua Aldrich, la loi reconnaît également que le bien-être de l'enfant l'emporte sur toutes les autres considérations lorsque ces considérations entrent en conflit. Et le témoignage devant moi aujourd'hui présente un conflit que je trouve impossible à résoudre en faveur de M. Stanton. » Il regarda Stanton directement. Le témoignage de M. Garreau, corroboré par le récit de Mlle Stanton et par les preuves médicales du Dr. Briggs, décrit une tentative délibérée et préméditée de mettre fin à la vie de cet enfant. L'explication selon laquelle un domestique a agi sans autorisation n'est pas crédible à la lumière de cette corroboration. Je vais renvoyer cette affaire au procureur territorial pour une enquête criminelle. C'est distinct de la procédure d'aujourd'hui, mais cela se produit. Le visage de Stanton ne changea pas. Ses mains pressèrent plus fort sur la table. « Quant à la garde, dit Aldrich, il regarda Holt, puis Ada, puis Grace, qui était assise sur les genoux d'Ada, examinant le bouton du poignet d'Ada avec l'intérêt concentré d'un scientifique. J'ai observé l'enfant pendant ces procédures. Elle est calme, engagée et clairement en sécurité en présence de M. Calloway et de Mme Whitmore.
Elle démontre un attachement approprié et un développement progressif cohérent avec de bons soins. Il fit une pause. La retirer de cet environnement causerait un préjudice. La loi ne m'oblige pas à causer un préjudice à un enfant pour satisfaire un principe abstrait sur le lien de sang, et je refuse de le faire. Il prit son stylo. La garde de l'enfant mineur Grace est accordée à Holt Calloway, avec Ada Whitmore servant de co-tutrice. Eleanor Stanton, en tant que mère biologique, se voit accorder un droit de visite complet et sans restriction et peut demander la garde partagée après avoir établi une résidence indépendante, ce que, compte tenu du témoignage d'aujourd'hui, je m'attends à ce qu'elle fasse rapidement. Il regarda Eleanor en disant cela, et il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas tout à fait un signe de tête, mais fonctionnait comme tel. La demande de tutelle de M. Stanton est rejetée. Il posa le stylo. L'ordonnance de garde temporaire émise par le juge Morse est annulée. Cette décision est effective immédiatement. Il tapa une fois son marteau. La salle d'audience n'explosa pas comme les salles d'audience dans les histoires. Ce qui se passa fut plus calme que cela. Un long souffle expiré par 100 personnes à la fois, puis un son bas qui monta progressivement, et quelqu'un au fond commença à applaudir, et d'autres se joignirent. Et Aldrich laissa faire pendant 3 secondes avant de taper à nouveau son marteau et de dire « Silence ». Et la salle se calma. Stanton se leva. Cole était à son coude immédiatement, parlant d'une voix basse et urgente. Stanton écouta, puis regarda Holt de l'autre côté de la pièce avec les yeux d'un homme qui recalculait plutôt que de se rendre. « Nous ferons appel », dit Cole assez fort pour être entendu. « C'est votre droit », dit Aldrich, rassemblant déjà ses papiers. « La décision est maintenue en attendant tout appel. L'enfant reste avec M. Calloway. » Ils sortirent du palais de justice dans la lumière de l'après-midi, et les gens de Dry Fork étaient là, et Tom Rayburn souriait, et Dutch serrait la main de Harding, et Jenny Cole pleurait de la manière efficace d'une femme qui s'autorise exactement assez de larmes pour l'occasion, et pas une de plus. Eleanor se tenait à côté de Holt sur les marches du palais de justice avec Grace dans ses bras. Grace regardait la foule avec l'expression particulière qu'elle utilisait quand quelque chose dépassait son cadre de compréhension actuel. Les yeux grands ouverts, la bouche légèrement ouverte, la tête se tournant pour trouver le point fixe sur lequel elle comptait. Elle trouva le visage de Holt. « Papa », dit-elle et tendit la main vers lui. Il prit sa main. Eleanor la laissa se pencher vers lui et il la prit, l'installa contre sa poitrine et sentit son poids familier. Maintenant, le poids particulier de cet enfant particulier, et sentit que cela signifiait tout ce que cela avait signifié depuis le premier moment à Bitter Creek et plus encore. « Merci, dit Eleanor. Sa voix était stable. De ne pas être passé à côté de ce ruisseau. « Je n'aurais pas pu, dit Holt. Je l'ai entendu. » Eleanor hocha la tête. Elle comprenait que certaines choses que vous entendez et l'audition vous changent, vous réarrangent de manière permanente de l'intérieur, et il n'y a pas de retour à l'arrangement qui existait avant, car il ne convient plus. Au cours des mois suivants, l'appel de Stanton fut rejeté. L'enquête criminelle ouverte par le renvoi d'Aldrich avança lentement, à la manière de la justice territoriale, mais elle avança. Garrow témoigna de nouveau devant le procureur et le fit sobrement, les yeux clairs et avec l'attitude d'un homme qui avait décidé que dire la vérité était la seule chose qu'il pouvait encore faire de bien et avait l'intention de le faire aussi bien qu'il en était capable. Le poids des témoignages d'Eleanor, de Clara Voss, de 3 autres anciens employés qui attendaient une raison de parler. Ce poids s'accumula en quelque chose que le procureur qualifia de suffisant pour une mise en accusation. Stanton quitta le territoire 6 semaines avant que l'acte d'accusation ne soit rendu. Il partit vers l'est, quelque part où le nom ne portait pas encore l'histoire qui y était attachée. Ses propriétés furent liquidées pour satisfaire les dettes illégales qui le suivaient. La banque passa à un conseil d'administration qui n'avait aucun intérêt particulier à saisir de petites ranches pour des raisons politiques. Holt fit son prochain paiement d'hypothèque à temps et le suivant. Eleanor prit un poste d'institutrice à Dry Fork, dans la petite école à la lisière de la ville, où elle enseignait la lecture et l'arithmétique à 23 enfants qui eurent surtout peur d'elle les 2 premières semaines et lui furent dévoués à la fin du premier mois. Elle loua 2 pièces au-dessus du magasin général, le même bâtiment où Ada avait vécu avant de déménager au ranch.
Elle venait au ranch tous les dimanches et parfois les mercredis soirs, et Grace l'accueillait à la clôture avec sa démarche particulière qui tenait plus de l'enthousiasme que de la coordination, criant «Maman», avec une joie complètement dénuée de l'histoire qui l'avait précédée. Les enfants sont faits pour l'amour. Ils ne tiennent pas le registre de ce qui a été fait avant qu'ils ne puissent parler. Ils ne savent que ce qui est vrai en ce moment. Et ce qui était vrai pour Grace en ce moment, c'est qu'elle avait une mère qui conduirait un chariot sur 8 miles dans le froid d'octobre pour témoigner devant un juge, et un père qui l'avait sorti d'un sac en toile de jute et l'avait tenu contre sa poitrine pendant 40 minutes, tandis que son cheval courait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Et une femme qui s'était assise 4 nuits d'affilée à presser de la chaleur dans un corps qui décidait de rester. C'était de sa famille. Elle l'avait décidé dès le début, avec la certitude de quelqu'un qui était passé trop près de n'avoir rien pour être incertain de ce qui comptait. Un dimanche de fin novembre, alors que la première vraie neige était tombée des sommets et recouvrait le ranch d'une fine couche propre, Holt emmena Grace sur la colline où se trouvaient les trois croix. Elle marchait maintenant d'un pas sûr, émitouflée dans un manteau qu'Ada lui avait fait, son souffle formant de petits nuages dans l'air froid. Elle regarda les croix avec l'attention sérieuse qu'elle accordait aux nouvelles choses. « Qui sont-ils? » demanda-t-elle. « Ma première famille, » dit Holt. « Ruth, Clara, James. » Grace y réfléchit. Elle se pencha, ramassa une poignée de neige, la regarda, la laissa tomber. Puis elle se dirigea vers la première croix et posa sa petite main froide à plat sur le bois. « Salut, » dit-elle simplement, puis passa à la deuxième. « Salut. » Et la troisième. « Salut. » Elle revint et tendit les bras, et Holt la souleva, et elle s'installa contre sa poitrine et regarda de nouveau les trois croix avec une expression qui n'était ni triste ni effrayée, juste présente, juste reconnaissante. « Ils font aussi partie de ta famille, » dit Holt. Tous en boîte. Grace lui tapota le visage avec une main froide, comme elle le faisait quand elle décidait que quelqu'un avait besoin d'être étudié. « Maison, » dit-elle. Il la ramena en bas de la colline vers la maison d'où sortait de la fumée de la cheminée. Et Ada était à l'intérieur, préparant quelque chose qui sentait la cannelle. Et le chariot d'Eleanor était attaché à la clôture parce qu'elle était venue tôt aujourd'hui. Et le ranch que son père avait défriché de la nature sauvage du Wyoming avec ses mains les contenait tous, les vivants et le souvenir de ceux qui étaient partis. La famille faite par le sang et la famille faite par choix. Et l'enfant qui avait décidé, dès l'instant où elle avait ouvert les yeux dans l'eau froide et trouvé un visage à regarder, qu'elle allait rester. Certains hommes passent leur vie entière à chercher une raison de continuer. Certains hommes se voient donner une raison dans un sac en toile de jute, dans un ruisseau, un matin de septembre, respirant à peine, les lèvres bleues, féroces et absolument déterminés à vivre. Holt Callaway avait été le genre d'homme qui survit. Grace avait fait de lui le genre d'homme qui vit. Et cette différence, cette énorme, ordinaire et totale différence, valait chaque chose qu'elle avait coûté. Elle valait tout. Elle l'avait toujours valu. Elle le vaudrait toujours.